c'est que je me suis retrouvé en fait à être payé entre 6 et 10 000 euros par mois pour scanner des papiers dans une cave. L'immeuble avec un appartement gratuit. On a acheté 4 appartements en 4 mois en Ile-de-France. Donc un par mois, tac, 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 c'est un total de 600 000 euros d'investissement en 4 mois. Et moi j'étais à l'autre bout du monde, j'étais en Asie et en fait j'ai tout acheté à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce magnifique coworking à Maurice avec Baptiste Perrin. Et je crois que d'ailleurs il y a quelques vidéos que Fabien et Alexandre Roff ont tourné ici. Fabien c'est possible. Alexandre Roff des barons Daron du Bise. Ouais, non, mais c'est un super cadre, c'est magnifique. Franchement, ouais, le cadre est magnifique, effectivement. On se croit pas à l'île Maurice, c'est super. Ouais, l'espèce de coworking ultra haut de gamme. Et ouais, ça fait un peu ambiance Dubaï. Ouais, c'est clairement, ça fait moderne. Franchement, on n'imagine pas qu'on est sur une île. Clairement, ils ont fait un beau truc, beau travail. Mais ça va, c'est dans le sens des avancées de Maurice. J'ai l'impression aussi, ouais. Vraiment, on le voit, de toute façon, il y a une quantité d'expatriés qui arrivent. Ça ruisselle au niveau argent. Clairement. Des gens qui ont rien, qui ont un niveau des attentes en termes de standing qui sont plus élevés. Forcément aussi. Clairement, on voit au niveau infrastructure que c'est en train de s'élever. Ouais, non, c'est sûr. Après, moi, j'ai pas le point de comparaison parce que moi, je suis arrivé il y a un mois, même pas. Donc voilà, mais toi, je pense que tu vois la différence par rapport à ne serait-ce qu'il y a 2 ans quand tu es arrivé ou un peu plus. Même. Ah oui, avec ma petite expérience de quasi 3 ans, là, effectivement, je vois les choses évoluer. Ça va dans le bon sens, ça, c'est une bonne chose. Alors, je précise que toi, tu es arrivé il y a un mois à Maurice, mais tu n'es pas expatrié. Non, pas du tout. Moi, je suis venu, c'est ça, voyage, découverte, rencontre de personnes comme toi d'ailleurs ici. Donc voilà, je profite de l'île Maurice pendant l'été parce que c'est l'hiver ici, il fait plutôt frais. Moi, je crains un peu le chaud. 40 degrés en France, ça ne va pas. Donc on s'est dit qu'on allait venir passer l'été ici et profiter aussi d'un cadre qui est cool, rencontrer des gens. Et puis moi, je visite aussi des biens immobiliers, on va y revenir. Mais voilà, je suis investisseur, donc je m'intéresse évidemment au marché de l'île Maurice et j'en profite pour faire du contenu autour de ça. Effectivement, ça peut être intéressant. Je pense que tu nous parles rapidement de ton parcours, puisque Baptiste donc, a fait toujours de l'immobilier, un parcours qui est remarquable, surtout pour son âge, puisque tu as 26 ans. C'est ça. Voilà, donc déjà, voilà, un parcours incroyable à 26 ans. En termes d'investissement immobilier, en termes d'entrepreneuriat aussi, avec plusieurs boîtes qui ont été lancées, des joint ventures, on va en parler du coup pendant cette interview. Et si tu veux bien déjà parler rapidement de ton parcours, on va faire des focus plus détaillés sur la partie IMO, business, etc. Déjà, voilà, qui est Baptiste? Ok, avec plaisir. Déjà, merci de me recevoir sur ta chaîne, parce qu'on est déjà rentré dans le sujet, mais c'est un plaisir. On a fait un podcast aussi qui parle de toi. Donc je le mets en avant, ce qui est super intéressant. Je mettrai le lien vers du coup, le podcast de Baptiste. Si vous ne connaissez pas Cédric, vous tombez par hasard, allez voir ça, c'est super intéressant. Et puis du coup, alors, pour me présenter rapidement, donc oui, je m'appelle Baptiste, j'ai 26 ans, Baptiste Perrin, du coup. J'ai commencé effectivement par l'immobilier dès que j'ai pu, donc à l'âge de 18 ans, avec différentes opérations. Je pense qu'on reviendra un peu sur ces différentes étapes. Donc j'ai vraiment commencé, moi, mon premier business a été l'immobilier. Comme je le dis souvent, pour moi l'immobilier c'est pas seulement un investissement, c'est aussi un business. Ça demande plus de travail qu'un investissement passif, ça rapporte aussi beaucoup plus. Et c'est pour ça que pour moi je le considère un peu comme un hybride entre une création d'entreprise et un investissement. Et c'est pour ça que c'est aussi rentable à mon sens. Donc ça c'est voilà, le début de mon parcours, ça a été d'acheter des immeubles. Voilà, j'ai commencé directement par des immeubles, on verra que ça ne coûte pas forcément très cher d'ailleurs. Et après j'ai directement enchaîné par l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours été passionné par la création d'entreprise. J'ai été salarié pendant 5 mois dans toute ma vie, donc, je crois que 4 ou 5 mois, un truc comme ça. Et ma deuxième expérience de salariat, qui a duré 3 mois, a été en fait le déclencheur pour moi d'une expérience entrepreneuriale puisque j'étais dans un cabinet d'assurance. Je gagnais 1 200 €, donc c'était le SMIC à l'époque, c'était minimum, maintenant c'est un peu plus, mais c'était 1 200 à l'époque. Et j'ai eu une idée en fait pendant ce travail-là, c'était un CDD, et je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel dans les assurances. Et au final, c'est pour ça que j'ai noté cette anecdote qui t'a fait rire tout à l'heure, c'est que je me suis retrouvé en fait à être payé entre 6 et 10 000 € par mois pour scanner des papiers dans une cave. Et ça, c'est une vraie histoire. C'est une dinguerie, ouais, c'est clair. Parce qu'en fait, en gros, je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel de transition du papier au numérique dans les assurances. C'est-à-dire que les cabinets d'assurance, donc les grands cabinets, étaient très à l'ancienne à l'époque. C'est-à-dire que tout était conservé en papier dans des grandes archives. Je ne sais pas si tu as connu ça. Tu rentres dans les archives et tu as des pleins murs remplis en fait, de documents, de contrats, etc. En banque, ouais, effectivement, l'ODT. C'est affreux. Et donc du coup, beaucoup voulaient passer au numérique, à raison d'ailleurs. Et en fait, il n'y avait personne qui le faisait parce que soit ils prenaient des alternants, ou ils prenaient des CDD, des intérims, ça leur coûtait cher et les gens, évidemment, n'étaient pas efficaces du tout. Et je me suis dit, il y a un potentiel là-dedans. Et je me suis dit, ok, j'ai monté un service très simple qui sera en fait un clé en main pour les assureurs qui va être, ok, je vais passer du papier au numérique. Ça va évidemment du scan des documents. Alors je rigole en disant ça, mais c'était pas seulement ça. J'ai également formé leurs équipes, j'ai mis en place leur logiciel, mais globalement, le travail, en fait, au final, c'était de trier des dossiers et de les scanner. Et là où j'étais payé 1 200 € par mois dans mon job salarié, j'ai réussi à créer une offre et je me suis rendu compte et j'ai découvert le potentiel de l'entrepreneuriat comme ça. C'est qu'en lançant cette offre, je suis passé vraiment du vendredi où je gagnais 1 200 au lundi où je commençais à Paris, en région parisienne, avec un premier contrat où j'étais payé
un peu plus de 1200 € la semaine. Alors, c'était pas grand-chose, mais déjà, je me suis dit, déjà pas mal. x4. Voilà, ouais, après, il y a des charges, donc tu sais, tu as les déplacements, etc. Donc, c'était pas très rentable. Mais la semaine suivante, j'avais déjà compris ça parce que mon client m'avait dit franchement, Baptiste, ton prix, c'est pas assez cher. Il m'a dit littéralement, il m'a dit on n'a pas trop compris quand on a vu ton devis. Parce que j'avais qui dit ça, c'est que vraiment. Mais j'avais aucune expérience. Cher, Moi, je sortais d'un job à 1200, je me dis, mais Jess, je gagne 3000 nets par mois, je suis le roi du monde. Enfin, pour ma part, j'ai fait le même genre de choses. Certainement. Quand je me suis lancé, tu vois, tout le monde le fait, je pense. T'as peur, tu vois, tu sais pas trop comment te positionner. Et t'as peur de vendre, donc tu te dis, si je mets pas cher, j'ai moins peur. Et puis j'avais 19 ans, vraiment, même si j'avais fait des études un petit peu avant, vraiment j'étais naïf et j'avais en fait besoin de. Voilà, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais besoin en fait d'argent et de revenus pour pouvoir continuer de financer des projets immobiliers. Parce que voilà, je voulais continuer d'investir et donc c'était la suite logique. Et donc mon client me dit ça et ça ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd parce que le samedi ça se termine. Le lundi, je commence un autre contrat à Bourges, donc dans le centre de la France. J'arrive là-bas, donc j'avais pas de voiture, j'avais rien. Donc moi j'étais en blablacar et tout. Donc voilà, et je dormais chez l'habitant dans des chambres à 200 balles le mois, tu vois. Je dormais chez un couple de retraités qui louaient les chambres parce que leurs enfants étaient partis, bien sûr. Et donc moi je payais 200 € par mois pour être logé là-bas. Et au final, directement le lundi, je fais donc le devis sur place auprès de l'assureur et je monte mon prix. Au final, au bout du deuxième mois, je gagne 7000 € par mois. Voilà. Et puis je suis monté jusqu'à 10 000 € sur ce business-là. C'était vraiment le maximum que j'ai atteint en termes de chiffre d'affaires. Je dépensais rien du tout, je mettais tout de côté pour pouvoir continuer mon parcours et pouvoir me libérer le plus vite possible en fait. Ça a été un peu le déclencheur. Et pourquoi dans une cave? Parce que justement ce contrat à Bourges, il m'avait mis dans une cave parce qu'il n'y avait pas de place dans l'agence et c'était le sous-sol de l'agence et j'étais vraiment dans la cave en train de scanner les documents. C'est une vraie histoire. Et en fait, les gens, les salariés avaient un peu de la peine pour moi, quoi. Ils disaient putain, le petit jeune là, il scanne les papiers, mais il savait pas qu'en fait je gagnais peut-être 4-5 fois plus que, tu vois. Et il se rendait pas compte du tout du truc. Et moi, en vrai, je m'en foutais, tu vois. À 19 ans, j'étais content, j'étais libre, je faisais mon taf et puis je savais pourquoi je le faisais surtout. À savoir l'immobilier. Ah, ça c'est beau d'avoir déjà cette clarté d'esprit à cet âge. Et bon, on en reparlera, de toute façon, on va faire des focus, quoi, mais je trouve que, enfin, moi c'est ma théorie, aujourd'hui, là, pour moi c'est l'âge d'or des entrepreneurs, quoi. Et pour moi, tu es le parfait exemple, et j'en croise un paquet, du gap monumental qui se crée entre les jeunes qui disent ok, je vais me lever les fesses, je vais faire des trucs, je me lance dans l'entrepreneuriat, je fais de l'investissement qui se bouge, qui se forme, qui avance. Et ceux qui. J'ai fait un animé il y a pas longtemps où je parlais de l'extrémistan et le médiocristan. Toi, tu es parti en extrémistan assez rapidement. Voilà, là où en fait, tu as des actions qui produisent des résultats qui sont assez dingues. Mais la plupart des gens, et moi-même, j'ai vécu même en tant qu'entrepreneur, j'ai vécu dans le médiocristan où. Voilà, t'es dans la normalité, quoi. C'est ça. Ouais, mais c'est clairement. Et puis en plus, ça, on le voit dans toutes les entreprises. Enfin, t'as dû bosser avec des prestataires, t'as dû bosser avec des clients, et tu vois que la majorité des boîtes en France aujourd'hui sont dans une démarche de, je dirais pas de médiocrité, enfin de moyenne, même si la moyenne c'est la médiocrité en général, c'est ce qu'on dit hein, en termes d'étymologie, c'est la même racine. Mais voilà, ils sont dans une démarche où on n'est pas trop productif. On va pas trop vite, on fait pas un résultat qui est trop bon. En fait, on est vraiment dans la moyenne, on produit ce qu'on peut produire. On facture pas cher, on facture pas cher non plus. On essaie d'être moyen, tu vois. Et je trouve que c'est une chance. Je sais que dans le podcast, à la fin, on va parler un peu de ce qu'on pense aussi de l'évolution de la France, etc. Et moi, je vois ça vraiment comme un truc négatif, mais également un truc super positif, parce que c'est une opportunité de malade qui aujourd'hui, en fait, clairement, quand on me dit ouais, les gens veulent pas bosser. Je ne pense pas que les gens ne veulent pas bosser. Je pense juste qu'il y a vraiment un changement de paradigme et de mentalité globalement non pas en France, mais en Occident en général, que ce soit également aux États-Unis, c'est la même chose. Et pour avoir beaucoup voyagé, avoir vécu au Canada, avoir vécu dans plein de pays, je peux vous le dire, dans beaucoup de pays, au final, les gens sont dans une démarche aujourd'hui beaucoup plus lifestyle, de beaucoup plus profiter. Il y a beaucoup plus d'abondance économique, contrairement à ce qu'on pense. Les gens vivent de mieux en mieux, ont de plus en plus d'argent facilement. Et donc, ça ouvre aussi beaucoup d'opportunités aux personnes qui ont faim. Et d'ailleurs, c'est un truc que je dis souvent, mais en fait, moi, j'ai eu la chance de vivre avant de faire ça. J'ai vécu 1 an au Canada et j'étais du coup étudiant là-bas. Et au Canada, en fait, c'est un pays d'immigration. Le Canada, c'est un pays où tu as 90% des gens qui sont immigrés, au sens propre. Et moi, j'étais un immigré, j'étais français, donc voilà, j'étais un immigré. Et donc, je vivais en fait avec que des gens, enfin, les 10% de Québécois, j'étais à Montréal. C'était vraiment 10% dans ma classe, j'étais étudiant, 10% étaient Québécois, 90% étaient étrangers. Tu avais des Français, tu avais des Nord-Africains, tu avais des Haïtiens, des gens des Caraïbes, des gens de l'Amérique du Sud, vraiment de tout, tu vois. Et au final, moi, ce que j'ai remarqué là-bas, ce qui m'a surpris, c'est que il y avait vraiment, ils appelaient ça la mentalité immigrant, tu vois, là-bas. Vraiment, entre eux, c'était vraiment c'était positif comme terme. C'est une mentalité où, en fait, t'as rien, t'arrives dans le pays, t'as rien. En général, c'est des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, et ils se donnaient à mort, tu vois. Ils bossaient comme des oufs, et ils faisaient le travail, finalement, que les autres ne voulaient pas faire. Et je ne parle pas de travail dégradant, je parle de travail même qui était
très haute qualité. Et au final, au Canada, j'étais très surpris de voir que les hauts postes et les gens qui gagnaient très bien leur vie, c'est toujours des gens qui venaient d'ailleurs, soit de la France d'ailleurs, soit d'Angleterre, soit des États-Unis, mais aussi d'Haïti, d'Afrique, d'Amérique du Sud, etc. C'était vraiment très surprenant. Et je me rendais compte que là-bas, en fait, les personnes vraiment locales étaient beaucoup moins enclins à se donner, tu vois, à bosser un peu moins, je trouve. Moins fin, beaucoup moins fin. Voilà, beaucoup moins, enfin clairement, voilà, il y a plus d'abondance, je sais pas. Et quand je suis revenu en France et que j'ai créé ça, bah, j'ai gardé en fait cette mentalité. Je me suis dit, mais en fait, je comprends pourquoi ils font ça. Et au final, bah, j'ai gardé cette mentalité-là. Tu vois. Et je pense que ça joue, alors qu'en fait, j'étais pas, franchement, j'étais pas immigrant du coup, mais je me suis dit, vas-y, je vais bosser comme si j'étais pas ici. Ouais. Quoi. Bien vu, bien vu. Et effectivement, hein, d'une manière générale, hein, les gens comme ça qui partent, qui vont à l'étranger, bon, il y a déjà une disposition d'esprit de ce que j'appelle là un peu de conquérant. Quoi. Voilà. La recherche d'un plus, de sortir de sa zone de confort, de s'écarter, on va dire, du chemin tout tracé. Et ça dépend du choix de ton pays aussi. Voilà. Parce que c'est certains pays qui vont être plus ou moins difficiles, avec plus ou moins de potentiel. De toute façon, en général, c'est comme ça. Hein. Plus c'est dur, plus il y a du potentiel également en termes de gains. Hein. Aller vivre aux États-Unis, clairement, je pense que c'est peut-être le plus. Pas grand monde sur les sauts. Ah non, c'est très complexe. C'est un pays qui est rude, les États-Unis, tu vois. Le Canada, c'est un peu pareil. T'as pas d'aide, t'as pas tout ça. T'arrives, tu te démerdes. On te met dans un truc. En général, tu t'entasses avec ta famille, tu vois, qui est déjà sur place. Et puis, tu te débrouilles. Et du coup, tout le monde se débrouille. Et bon, c'est pas forcément tout rose. C'est parfois très complexe. Mais voilà, ça donne cette mentalité-là qui est vachement intéressante, tu vois, à observer et à vivre. Donc, ok, tu commences l'immobilier à 18 ans. C'est ça. Donc, pour récapituler, pas d'études du coup, après les 18 ans? Alors si, moi en fait j'ai eu un peu d'avance à l'école, donc en gros j'ai eu mon bac vers 16 ans, enfin fin de mes 16 ans, donc je suis parti directement en études à Lyon. J'ai fait 2 ans d'études là-bas, après j'ai fait 1 an d'études au Canada, donc le fameux échange. Et en fait dans le même temps, j'ai acheté déjà mon premier bien immobilier. Quand j'étais au Canada, j'avais déjà acheté mon premier immeuble. Donc en fait c'était vraiment simultané, tu vois. Donc je me suis associé en fait avec une personne qui avait des revenus, parce que j'étais étudiant, j'avais pas d'argent, j'avais rien. C'est un bien qu'on a financé intégralement, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis d'apport, enfin quelques milliers d'euros, vraiment très très peu. Et pour te donner les chiffres peut-être de l'immeuble, c'est pas mal. C'est le premier truc que j'ai noté sur ma liste de trucs marrants, c'est l'immeuble avec un appartement gratuit. Ça c'est drôle. En fait c'est un immeuble que j'ai acheté du coup 115 000 euros, donc très peu cher. Il était affiché à 130, donc c'est un bien qui était totalement. Quel endroit du coup? C'est dans la région de Lyon, c'est à 1 heure de Lyon. Voilà, là d'où je viens. Et en fait, c'est un bien que du coup j'ai négocié 115 000, qui était affiché 130 000, qui était totalement off-market, donc qui n'était pas en annonce sur internet, qui était vraiment via mon réseau, parce que j'avais eu la chance de faire un stage dans une agence IMO avant, et j'avais commencé à faire mon réseau. J'avais fait exprès de faire un stage en agence IMO, en sachant que je voulais absolument pas être agent. Hein? Donc c'était pas de la chance. Non, c'est pas de la chance. Non, non. Non, j'avais fait un stage en agence IMO. Alors je voulais pas du tout devenir agent, c'est pas du tout mon but, mais j'étais déjà dans l'investissement. Depuis que j'ai 16-17 ans, je m'intéresse à l'immobilier, tu vois. Et j'attendais juste mes 18 ans pour commencer. Et donc dans ce stage, j'avais genre 16 ou 17. Et j'ai rencontré le directeur d'agence qui était investisseur, qui avait déjà une vingtaine d'appartements, un truc comme ça, qui était jeune. Et du coup, j'ai pris plein d'infos avec lui, j'ai posé plein de questions, je me suis intéressé à sa vie, à ce qu'il faisait, etc. Et j'ai commencé à créer mon réseau comme ça. Et au final, j'ai eu un bien qui m'a été apporté, c'est cet immeuble-là, qui n'était pas sorti en annonce, qui était à 130 000. Je l'ai quand même négocié, alors qu'à 130 000 était déjà un très bon prix. Je sais que c'était un très gros investisseur qui vendait tous ses immeubles. Il avait peut-être 50 immeubles. Lui, il s'en fout, il voulait s'en débarrasser. Donc je me suis dit ok. Et en fait, pourquoi un appartement gratuit? Parce que l'agent qui me présente, il me dit c'est un immeuble de 6 appartements. Et en allant sur place, je visite. Et en fait, je regarde, je me dis mais attends, je compte les portes. Il y en a 7. Il fait ah ouais, j'avais pas compté le studio. Il y avait un studio en plus, parce que c'était des grands appartements, c'était des T3, T2, T3, principalement des T3. Il y avait un studio qui était, on va dire, dans une sorte de couloir qui allait vers les garages, tu vois, donc qui n'était pas très bien placé dans l'immeuble, mais qui est très bien, mais il ne l'avait pas compté. Donc il y avait un appartement en plus et il n'avait pas noté sur sa fiche, tu vois. Donc en fait, je ne savais même pas, et du coup, j'ai eu un studio entre guillemets bonus, même si en soi je l'ai payé, bien sûr, mais c'est assez drôle, tu vois, de voir qu'il ne l'avait pas compté, donc ça m'a rajouté encore un loyer supplémentaire. Et c'est un bien qui m'est revenu à 180 000 euros à peu près, tout compris, avec les travaux, et c'est un bien aujourd'hui qui rapporte autour de 2 700 euros par mois. C'est une rentabilité de malade mental. À l'époque déjà, il rapportait bien, évidemment les loyers ont augmenté avec le temps. Mais 2700 balles par mois avec un coût d'acquisition de 115 000. Alors il faut voir les travaux. 170 000 au total, 180 000 avec les, 180 000 avec tous les travaux. Super rentabilité. On est à 20%, clairement on est quasiment à 20% de rentabilité, donc c'est dingue, et surtout c'est un bien qui vaut aujourd'hui plus de 150 000 euros de plus que je l'ai payé au total, même autour de 170 000 euros de plus, donc il a quasiment fait x2, mais juste parce qu'en fait j'ai optimisé la rentabilité au maximum, j'ai loué les biens beaucoup plus cher que la valeur du marché, ça c'est une de mes stratégies, parce que en fait sur le marché, en gros pour faire simple, ce bien-là en fait est dans un marché que je connaissais un petit peu, mais j'étais pas convaincu, tu vois. Donc je vais sur le bon coin, je vois qu'il y a un bien, un T3 à genre 250 euros, je dis waouh, et je vois que le truc est en loc depuis 2 mois. Je me dis, mais attends, il n'y a aucune demande sur ce marché, c'est impossible. Il y a un bien à 250 balles, il était dégueulasse, clairement, mais il n'est pas loué. Donc je me dis, bon, il y a peu de chances que j'arrive à louer mes biens. Donc je fais une annonce test, je poste une annonce avec un bien à 400 euros en bon état, et là je reçois des dizaines d'appels.
Je me dis, ok, j'ai compris un truc. Les biens dégueulasses, même à 100 euros, personne n'en veut. C'est comme ça, c'est normal, personne n'a envie de vivre dans un truc qui est insalubre. Un bien haut de gamme, au-dessus du prix du marché, tout le monde en voudra, toujours. Tu vois, c'est comme être ici, tu es prêt à payer 10, 20 euros de plus de l'heure pour être dans un beau bureau comme ça, plutôt qu'être dans un bureau tout moche, où il n'y a pas la clim, etc., pour enregistrer ton podcast. C'est la même logique que j'ai eu là, et je me suis dit, ok, je vais tester. Et en fait, personne ne s'intéressait à ce marché-là à cause de ça. Parce que les gens voyaient des biens qui ne se louaient pas, et ils disaient, en fait, il n'y a personne qui veut louer là-bas. Alors qu'en réalité, moi, mes biens, je les ai tous loués en moins d'une semaine. Et j'en ai eu 7, c'est pas rien sur un petit marché. Alors c'est une agglomération de plusieurs milliers d'habitants, c'est pas une grande ville très clairement, mais on est à 20 minutes d'une ville de 40-50 000 habitants. Et on est à 1 heure de Lyon. Donc c'est quand même très bien placé, tu vois. Et en fait, en faisant ce calcul-là, je me suis dit, ok, vraiment intéressant. Donc j'ai doublé quasiment les loyers par rapport à ce qu'il y avait sur le marché. Donc en passant d'un T3 qui se louait 250 balles, à l'époque je louais 400 euros, ce qui est rien du tout. Aujourd'hui, il se loue plus de 500 largement, tu vois. C'est pas des villes très chères, mais quand même. Et au final, juste en faisant ça, en achetant très peu cher, en gérant bien mes travaux et en louant beaucoup plus cher, le gap que je crée fait ma plus-value de plus de 150 000 euros, tout simplement. Bravo. Je vais rebondir sur 2 aspects là, de l'histoire que tu nous as raconté. Premier aspect, c'est mon obsession dont je parle souvent sur ma chaîne, dans les emails, l'entourage. Et je pointe du doigt la clairvoyance que tu as eue en allant effectivement bosser dans cette agence IMO et en te mettant au contact du directeur de l'agence, du gérant de l'agence, qui lui-même avait déjà investi. Donc d'aller directement au contact de personnes qui étaient là où tu voulais être. Ça, c'est pour moi une stratégie qui paraît tellement simple au final quand tu prends du recul, mais pour aller rejoindre l'extrémistan, il faut aller côtoyer des gens qui vivent en extrémistan. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est un truc. Ouais, je l'ai appris en lisant des bouquins, etc. à l'époque, et je me suis dit, ouais, mais en fait, l'entourage est super important. Je vais m'entourer, et puis moi j'apprends beaucoup avec les gens, tu vois, j'aime bien lire, etc. Mais j'apprends surtout beaucoup en fréquentant des gens qui ont déjà fait des choses que je n'ai pas faites. Et je me suis dit, ok, je vais me rapprocher de ce gars-là, même si en soi je ne deviendrai jamais agent IMO parce que ça ne m'intéressait pas vraiment en fait en réalité. Mais je voulais devenir investisseur, je savais qu'il était investisseur, et il était jeune, il avait peut-être 32 ans, tu vois, il vivait déjà de l'IMO en fait, hein. Il faisait ça mais pour le plaisir, entre guillemets, mais il avait déjà suffisamment de loyer pour en vivre. Et en fait, en posant des questions, pendant midi, tu vois, je me rappelle, je posais plein de questions, ok, mais là, comment tu fais pour faire ça, en termes de rentabilité, comment tu calcules, comment tu trouves des biens, et c'est comme ça, en fait, ça a duré 1 mois, hein. C'était pas un stage de 2 ans, mais en 1 mois, tu apprends tellement de choses. 1 mois en étant full-time dans un métier où j'allais m'adresser à ces gens-là, j'allais m'adresser à des agents, tu vois. Donc je voulais être dans leur tête, comprendre comment ils réfléchissent, aller faire des visites en tant qu'agent pour après faire des visites en tant qu'acheteur, tu vois. C'est pas du tout la même chose. Et en 1 mois, j'ai appris beaucoup plus que beaucoup de gens en fait en n'ayant jamais mis les pieds dans une agence et en étant seulement client. Intensité, qualité. Ouais, c'est ça, exactement. Intensité. Et puis bon, évidemment, quand j'étais sur place, je comptais pas mes heures, je bossais, je n'étais pas payé, hein, c'était un stage gratuit, non rémunéré, mais je me donnais à fond et j'étais super content parce que j'ai fait plein de trucs. Ressorti, enfin, je veux dire, ça valait bien plus qu'un salaire. Ah, c'est clair, c'est clair. Ah ouais, c'est sûr. Donc voilà, ça a été un peu la démarche de ce stage-là. Et puis après, du coup, dans le même temps, pour répondre à ta question, j'ai acheté ce bien-là. J'ai quand même fait des études, donc j'ai quand même validé une licence que j'ai. Mais je l'ai arrêté du coup à 19 ans, au moment où j'ai créé mon entreprise. Donc, en fait, j'ai arrêté mes études, j'ai fait 3 mois de salariat et directement j'ai créé ma boîte. Voilà, c'était ça en fait le démarche quand je suis rentré du Canada. Et j'avais déjà mon immeuble et dans le même temps, je commençais à chercher d'autres biens. À 19 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, non, ça fait un peu extrême, mais bon. C'est deuxième point, une notion que j'avais pu lire, je crois, dans le livre Père et je sais pas quoi de Kiyosaki, qui est que les opportunités des uns sont les poubelles des autres. Clairement. Et là, je prends l'exemple effectivement de l'immeuble de rapport que tu as acheté. Ouais. Où pour le gars, c'était juste mon fiche. Ah, mais ça, je veux juste m'en débarrasser. C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en plus, c'est vraiment ça. Et du coup, toi, tu arrives, en plus de ça, à négocier parce que le gars, 15 000 balles, oui, il a des millions, etc. Ouais. Et voilà, il n'en a rien à foutre au final, mais toi, ça fait tout de suite un différentiel, une plus-value, la première grosse pierre à l'édifice. C'est ça. Et ça, de comprendre qu'effectivement, il y a parfois ce niveau de différence et de comprendre qu'il y a des échelles de valeur qui sont totalement différentes d'un individu à un autre. Voilà, ça permet de faire des opérations de ce type. Et je fais un écho là-dessus, c'est super intéressant parce que en plus, beaucoup de personnes ont du mal à comprendre et dire mais attends, si tu fais une bonne affaire en IMO, le mec en face il perd. En fait, ils ont ce rapport gagnant-perdant. Ça marche pas comme ça. Ici, c'est un rapport 100% gagnant-gagnant. Pourquoi ? Ce mec-là, donc c'est un mec qui avait beaucoup d'immeubles, etc. Ce bien, il l'avait acheté, je crois, avant 2000. Il l'avait acheté en francs, c'est sûr. Donc c'était avant 2000. Donc il l'avait déjà amorti, il avait payé son crédit dessus. Il l'avait acheté, tiens-toi bien, 110 000 francs. Donc il a fait, même en le vendant pas cher, il a fait x7. Il avait acheté aux enchères et il avait fait refaire par son entreprise de travaux à lui, malin. Il l'avait amorti
Donc il a récupéré 115 000 euros net dans sa poche. En plus, il n'y avait pas d'impôt parce qu'il le détenait peut-être depuis plus de 30 ans, enfin je sais plus, quand il avait acheté. Donc au final, tu vois, même lui, au final, il a fait une bonne affaire. Il a quand même fait x7 sur son prix d'achat en francs. Alors ok, il y a l'inflation, qu'est-ce que tu veux, mais il a touché des loyers. Donc en fait, les deux étaient gagnants. Et au-delà de ça, comme tu as dit, en plus, 115 000 euros pour lui, bah ouais, ok, t'as 15 000 euros de moins que ce qu'il avait annoncé. Mais en fait, lui, il pensait pas comme ça. Il a vendu pour des millions d'immobilier d'un coup. Donc 15 000 euros sur 3 millions, ça change rien. Et donc tu vois, c'est très facile de faire des bonnes affaires comme ça. Et deuxième point, il y a aussi l'opportunité qu'il n'avait pas vue. C'est que moi, j'avais vu l'opportunité de louer plus cher ces biens-là. Lui, c'est une personne qui est encore en vie aujourd'hui, mais qui est assez âgée, tu vois, qui est un gars de la région qu'on voit, qu'on connaît de loin, et qui est assez connu. C'est des gens qui ont beaucoup de patrimoine dans des petites régions comme ça, tout le monde les connaît, tu vois. Et c'est un gars qui, en fait, est forcément un raisonnement un peu à l'ancienne, tu sais, il loue des appartements, ils font pas les rénovations, ils les louent pas cher, ils disent ouais, j'ai loué que dalle parce que j'ai pas envie de faire les travaux, etc. Et tu sais, c'est un raisonnement un peu à l'ancienne sur l'immobilier. Moi, j'ai un raisonnement aujourd'hui qui est de 2024, qui est ok, aujourd'hui les gens ils veulent pas louer des biens qui sont insalubres et payer pas cher. Ils sont prêts à payer plus cher pour avoir des biens de meilleure qualité. C'est un raisonnement tout bête, mais pour des gens qui ont 70 ans, etc., ça marchait pas comme ça. Moi à l'époque, ce que me racontent des vieux investisseurs, ils me disent mais moi à l'époque, quand je louais des biens, j'avais la queue devant. J'ai loué un truc pourri et il y avait 20 personnes qui attendaient pour le louer, qui faisaient la queue devant. Parce qu'il n'y avait pas internet, parce que c'était du bouche à oreille, parce que c'était une autre mentalité. Et puis louer un bien à l'époque, c'était pas louer un bien de qualité, c'était quand tu louais, c'était vraiment quelque chose de basique et les gens en fait c'était une transition avant d'acheter. Aujourd'hui, c'est plus ça, tu as des gens, ils restent toute leur vie en location, tu vois. Moi, j'ai des locataires qui ont 70 ans et qui sont toujours locataires et qui sont très contents. Donc, tu vois, c'est un vrai changement de paradigme que ces personnes-là n'ont pas comprise. Et du coup, pour moi, il y a une vraie opportunité maintenant parce que tu as un transfert de richesse qui se fait des personnes. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont de l'argent en France, c'est les personnes âgées, on le sait. C'est là où se cumule la richesse, qui ont des gros patrimoines, qui ont acheté des biens, tu vois, à 110 000 francs, des immeubles à 110 000 francs. Ça fait 15 000 euros. Tu vois, à l'époque, 15 000 euros, et qui ont aujourd'hui des millions de patrimoines comme ça qui dorment, qui les louent très peu cher parce qu'ils ne comprennent pas qu'on peut améliorer ces biens-là, en faire de la qualité et qui ont la flemme de le faire. Et ça fait un transfert de richesse. Alors, moi, c'est un truc dont je parle assez souvent, notamment dans ma communauté privée, où parfois il y a des gens qui viennent taper à la porte, tu vois. Je pense à Alexandre, tu vois, typiquement, qui commence dans l'IMO, qui en veut, qui est un gars qui a un haut potentiel, 21 ans, et tu vois, parfois j'ai des gens comme ça qui disent ah ouais, mais moi, qu'est-ce que je vais apporter, etc. Et moi, ce que je leur explique, c'est que justement, comme il y a des gens qui ont jusqu'à 65 ans dans la communauté, ou même des gens comme moi, donc j'ai 41 ans, quoi, où en fait, on a pris certaines habitudes qui nous ont amené à un certain niveau de succès à l'instant T, et on est moins disposé à avoir cette flexibilité d'esprit, à remettre en cause nos certitudes. Et le fait d'être en relation avec les gars plus jeunes qui justement ont cette ouverture d'esprit, qui ont encore cette appétence à conquérir, tu vois, en fait ça vient nourrir et permet de voir des choses effectivement qu'on n'est plus en capacité de voir. Et où quelqu'un avec un esprit neuf, sans certitude, qui découvre le truc est en capacité de trouver, quoi. Tu vois, de voir des opportunités qu'on n'est plus capable de voir quand on a un certain parcours ou un certain âge. Et tu ajoutes à ça le fait qu'il y a un contexte marché qui est la population est vieillissante. On a les baby boomers, tu vois, qui sont sur la retraite, etc. et qui vont revendre leurs biens ou malheureusement qui vont décéder. Donc il y aura des successions. Il y en aura beaucoup dans les années à venir, tu vois, en France. Sur les entreprises, c'est pareil. Moi, je parle de l'IMO parce que c'est ce que je maîtrise. Les entreprises, c'est ton domaine et c'est aussi un peu le mien. On sait qu'il y a plein d'entrepreneurs âgés là, qui cherchent à vendre leur boîte et qui n'arrivent pas à les vendre. Des boîtes locales, etc. Et il y a certainement, alors moi je suis pas là-dedans, mais il y a certainement de très bonnes affaires à faire en rachetant une petite boîte locale qui est un peu à l'ancienne, qui est un peu, comme on dit, dans la moyenne, dans la médiocrité, parce qu'ils n'ont pas les techniques marketing modernes, ils font pas de publicité, ils n'utilisent pas les réseaux sociaux, etc. Peut-être les prendre, ces boîtes-là, les acheter pour pas cher, parce que personne n'en veut, parce qu'il y en a tellement en vente que forcément les prix sont mis à la baisse, et en faire des boîtes super rentables. Tu vois, ça c'est une autre idée à fort potentiel à exploiter. Sur l'IMO, voilà, c'est le cas, sur les entreprises également. Tu vois. J'ai un membre de ma commu justement qui est expert comptable et spécialisé dans cette typologie d'entreprise. PME, et voilà, PME, local. Et en fait il me parle de dossiers qui sont absolument pas sexy, boucherie, des trucs comme ça, mais en fait il m'expliquait le fric qu'il générait. Juste en étant en vitesse de croisière, mais en mode dingue. pas prise de tête, c'est beaucoup plus que ce que l'on peut imaginer. Tu vois, les assureurs, par exemple, c'est un milieu que je connais très bien, du coup, de l'intérieur, très peu peuvent imaginer combien peut gagner un assureur, un très bon assureur. Moi, je sais qu'avec les plus gros, du coup, parce que c'est des gens qui avaient les moyens de payer, mais c'est impressionnant. Et c'est des boulots, je peux te dire que c'est un rythme de croisière pour le coup, comme tu dis, parce qu'en plus, c'est de l'abonnement. L'assurance, c'est tous les mois. Et c'est chiant d'annuler un abonnement d'assurance, tu vois, tu vas faire des courriers de machin, les gens ne le font pas.
Et ça augmente tous les ans. Si toi qui as des limo, qui as des biens en France, tu vois que ton assurance, tu regardes sur, ah, mais sur 5 ans, ça fait plus 40%, c'est bizarre. C'est bizarre quand même. Tu vois, et bah, je peux te dire que ça rapporte énormément d'argent. Et peu de gens se rendent compte. Surtout, alors là, en l'occurrence, tu parles surtout des courtiers en assurance. Je parle des agents. Des agents. Alors, ils font du courtage aussi. Hein. Ouais. Agent, tu sais, c'est quand tu es relié à un réseau. Ouais. Tu es relié à un réseau MMA, Alliance, Ils etc. prennent un pourcentage sur le montant d'assurance. Au final, Ouais, ils prennent un cashback. Voilà. En fait, ils prennent un fee, ouais, effectivement. Ouais. Ils prennent Et récurrent. recurring. Tant que le client Exact. reste. C'est ça. Donc pour eux, effectivement, moi c'est le genre de business que j'aime bien hein, parce que tu es un intermédiaire, Ouais. tu n'as pas toutes les responsabilités, Non. tu n'as pas à gérer tout le support. Ah non, tu t'en fous. S'il y a des sinistres et tout, c'est pas ton problème. Tu passes le plat et tu prends ta part au passage. C'est ça. Et en plus, ça se valorise très bien parce que tu peux revendre ton cabinet avec la clientèle Et la récurrence. et la récurrence. Et ça vaut des millions d'euros un cabinet d'assurance. Et franchement, pour avoir vu, alors il y a du travail, je ne veux pas dénigrer le métier, mais c'est pas non plus des acharnés. Quoi. Clairement, c'est pas un métier ultra difficile d'un point de vue travail. Quoi. Voilà. Ouais. C'est ce que j'ai observé en tout cas, par rapport à d'autres. Les process, il y a du taf. Ouais, il y a du taf. Mais c'est moins dur par exemple que gérer une boîte de bâtiment, c'est un milieu que je connais bien du coup grâce à mon métier d'investisseur. Ou même de lancer une start-up. Hein. Tu vois, les gens, effectivement, alors c'est pas sexy pareil. Non, non, être assureur, non. Mais pour autant, ça fonctionne. Ouais, mais de toute façon, il y a plein de métiers. Il y a plein de gens, ils lancent des startups, des jeunes, effectivement, parce que ça fait bien, société. C'est bien vu. Moi j'ai ma startup, je lève des fonds, maman elle parle de moi, tu vois, ouais, ça. Mais je veux dire, la part qui réussit, elle est infime. Ouais. Et en plus de ça, in fine, après avoir été dilué avec toutes les levées de fonds, tu gagnes pas tant que ça, même si ça marche. Ouais. Pour le sacrifice que ça représente, ce qui génère à la fin en termes de plus-value à la revente quand ils font enfin leur exit. Au bout de 10 ans, c'est au mieux quelques millions et au pire quelques centaines de milliers d'euros. Donc tu vous dites c'est beaucoup. Ça. Mais sauf qu'ils ont été payés très peu pendant toute leur carrière. Ils se sont sacrifiés. Voilà, en étant sacrifiés au final pendant 10 ans, ils carburent et puis ils ont la pression. Sûr, des chiffres, des investisseurs. Les investisseurs, nous on est là-dedans. On sait ce que c'est. Les risques associés, effectivement, URSSAF, fiscalité, oui, t'as plein d'employés, avocats, les clients, pour un résultat qui, quand on sait, c'est toujours pareil, quand tu sais ce qui peut être fait ailleurs, en fait. Mais je pense que c'est une erreur. Tu as une capacité de comparer, parce qu'il y en a beaucoup, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est une erreur aussi d'analyse de soi-même. Qu'est-ce que tu veux, tu vois? Tu as des gens, ils ont vraiment cette vibe, cette motivation en eux de faire quelque chose de grand, de faire une start-up, un logiciel et tout. Et ces gens-là, je respecte, il n'y a pas de problème. Et je respecterai tout le monde, de toute façon, je m'en fiche. Chacun fait ce qu'il veut. Mais tu as des gens, en fait, ils vont là-dedans un peu par défaut, alors qu'en réalité, leur aspiration, c'est pas ça. Peut-être que leur aspiration, c'est juste de gagner peut-être 10 000 euros par mois, ce qui est énorme déjà en France. 10 000 euros par mois. Bon, en tout cas, par rapport au stats, c'est beaucoup, même si, bon, ok, avec le temps, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup plus, bien sûr. Mais moi, en tout cas, à l'époque, tu me disais, quand j'avais 18 ans, tu me disais, un jour, je gagnerai 10 000 euros par mois. J'y croyais même pas. Je me disais, mais c'est incroyable de gagner 10 000 euros par mois. Et au final, tu vois, à 19 ans, j'étais déjà arrivé à ça et c'était du CA, mais j'avais aucune charge, quoi, quand t'es comme ça, bref. Donc, tu vois, je me suis dit, à 19 ans, j'ai déjà réussi à faire ça, donc c'est un truc de fou. Mais oui, t'as des gens, ils veulent juste gagner 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, et ils se disent, waouh, je vais faire une startup, alors qu'en réalité, tu deviens assureur, tu le fais pas très difficilement, c'était pas trop mauvais encore une fois, du taf, je dis pas que c'est simple. Tu fais de l'achat-revente en immobilier, je suis bien passé pour savoir, tu peux largement faire ça en travaillant beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins, et en ayant beaucoup moins de responsabilités, en étant sur un truc assez confortable. Tu vois, tu crées une entreprise, toi tu as dû connaître plein de gens autour de toi aussi dans ton milieu d'entrepreneurs à Aix-en-Provence qui gagnaient beaucoup plus que ça et qui avaient des jobs finalement assez simples. Et le pire, c'est que leur boîte se valorise beaucoup plus que des startups au final, parce qu'ils peuvent revendre leur magasin, leur concessionnaire. Moi je connais bien le milieu du coup des concessions de par mon associé Marc qui était du coup directeur chez Jaguar Land Rover France, qui était dans le top 5 de l'entreprise et qui bossait, lui en fait il était responsable du réseau, donc il parlait avec les concessionnaires. Et on est loin d'imaginer combien gagnent des concessionnaires de grosses marques comme Jaguar et combien ça se valorise. Ça se valorise des millions et des millions d'euros une concession. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Alors c'est pas toujours très stable, mais c'est des sommes qui sont exceptionnelles, tu vois. Et c'est des gens, en fait, c'est des investisseurs qui ont plein de boîtes en général. Ils ont ça, puis ils ont des boîtes, je sais pas, des supermarchés, ils ont plein de trucs. Et c'est passionnant à voir, tu vois. Ce monde-là est intéressant. Alors nous on est plus sur le digital du coup, mais maintenant, voilà. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire autres que les startups, et ça j'en suis convaincu. Et pour être investisseur dans pas mal de startups comme toi, ça me donne encore moins envie d'en fonder une, tu vois. On est mieux du côté l'idéal, moi je trouve que c'est génial, justement, l'investissement dans les startups, c'est que tu mets juste que de l'argent,
bien sûr, c'est du travail, le critère de sélection, de se mettre en place un deal flow, d'apprendre aussi de ses expériences, d'avoir une stratégie d'ensemble. C'est juste pas. C'est pas simple. Pas en mode fleur au fusil, ah tiens, je vais faire business angel. C'est sûr. Voilà. Mais c'est clair que le kiff de dire, ok, je mets un ticket, et puis tu vois, ça bosse quoi. Ouais, c'est clair, ouais, c'est sûr. Et là derrière, il y a quelques jours, là, j'ai eu des news encore là, d'une startup dans laquelle moi j'investis et où j'ai ouvert un membre de ma commune, là, France Valley. Ils ont des chiffres délirants. Ça fait hyper plaisir. J'ai mis mon ticket, puis ça pousse et j'ai rien à faire. Ouais, ça c'est incroyable. Mais t'as pas rien à faire, t'as bien analysé le projet, tu as vu le potentiel et t'as mis ton capital à risque. C'est-à-dire que t'as mis ton argent en soi. Toi, tu estimes que voilà, tu as fait un bon choix et c'est très bien, mais en fait, en soi, c'est un risque. Quoi. Tu vois, si tu as mis, je sais pas, 10 000 euros dedans, bon, bah ouais, tu as 10 000 euros, tu as quand même 90% de chance de les perdre. En théorie, 99 même, de les perdre. Là aussi, c'est un email que j'ai envoyé il n'y a pas longtemps, c'est que le risque, il n'est pas le même dans un investisseur à un autre. Ça va dépendre effectivement de sa capacité à détecter les opportunités, à faire toute l'analyse de, ok, c'est quoi mes risques, quelles sont les probabilités de survenance, d'identifier les points justement qui pourraient capoter. Et accepter de ne pas avoir de contrôle aussi. Ça, c'est aussi un point qui est dur quand tu es entrepreneur, etc. Il faut accepter ça. Et parfois, tu vois des fondateurs des boîtes dans lesquelles tu investis qui font n'importe quoi avec l'argent. Et tu te dis, wow, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ça, c'est un truc aussi en startup où les gens ont souvent du mal à le comprendre. Moi, je le vois, c'est que moi, franchement, je mets un ticket et après, je laisse faire sa vie. De toute façon, je n'ai aucun contrôle sur comment ça se passe dedans. Je n'ai pas vraiment de contrôle sur l'exit, le moment où il se fera. Et je vois souvent les gars où ils suivent de très près, ça. Ils sont là, t'as pas des news et tout. Non, faut pas regarder. Je m'empêche de le faire parce que je veux pas être désagréable ou être heurtant. Mais j'ai envie de leur dire, les gars, qu'est-ce que ça change de toute manière? Votre argent, vous avez mis le ticket, maintenant vous avez juste à vous poser sur un Tu peux pas revendre, c'est pas comme une action en bourse. Et c'est d'ailleurs ça qui est bien. Tu n'as aucun contrôle. Mais c'est ça qui est très bien d'ailleurs, c'est que vu que tu n'as pas de contrôle et que tu ne peux pas revendre quand tu veux, ça te force à garder sur le long terme. Parce que combien de personnes en bourse ont vendu par exemple une action en disant ah ouais, là, elle a fait un bon profit, et en fait ils ont raté toute la hausse, tu vois. Parce qu'ils ont été impatients, ils se sont dit vas-y, je vais prendre mon profit maintenant, et ils ont perdu. Et inversement, t'en as qui n'ont pas vendu alors qu'ils auraient dû, tu vois. Mais au moins, startup, on te force à rester sur le long terme, et on sait que c'est sur le long terme que l'argent se fait, tu vois. C'est sur le long terme que tu gagnes de l'argent, sur 5, 7, 8 ans, et au moins ton argent est bloqué. Tu n'y penses pas, tu ne regardes pas. Moi, quand je dis ça, c'est par rapport aux startups dans lesquelles je suis impliqué, parce que j'ai c'est dans pas mal de boîtes aussi en France, où je suis impliqué en tant que conseiller, advisor, et d'autres aux États-Unis et dans le monde, où comme toi, je mets juste un ticket, là, je ne regarde pas, je regarde juste les rapports, ils font un rapport tous les 6 mois, tu vois, et tu regardes, tu fais ok, bon. En général, c'est très flou, tu vois, il n'y a rien dedans, il y a 2-3 chiffres, tu es ok, bon, ça a l'air pas mal, ça a l'air d'être en vie en tout cas, c'est cool. Et vu que j'ai investi dans, j'ai fait le compte d'ailleurs avant de faire le podcast avec toi pour pas te dire de bêtises, mais je crois que j'en suis à une vingtaine aujourd'hui de startups, donc c'est pas énorme, mais voilà, c'est pas mal. Là, tu commences entre 20 et 30, c'est un seuil de. C'est bien. C'est ça que je vais continuer et pousser jusqu'à arriver à une trentaine déjà au moins. Et en fait, tu sais que sur les 30, même si j'en ai 28 qui font un échec, c'est pas grave. J'en aurai 2 qui feront peut-être 1 fois 10 fois 100, etc. Et je rattraperai ça. Voilà. Rien n'est garanti, les 30 peuvent se planter. Voilà. c'est vraiment très exactement ça. Et d'ailleurs, et les 30 peuvent réussir aussi. L'année dernière, peu probable. Je vais organiser un événement. Là, je fais la nouvelle version, la Elite Investor dont je t'avais parlé. Ouais. Et l'année dernière, on avait Corentin Orsini de Super Capital qui était là en intervenant et qui nous a donné en toute transparence les montants qu'il avait investis, les résultats, etc. Et les gains, les pertes. Sur l'ensemble de son portefeuille, tu avais 2 valeurs seulement qui faisaient 90% de la performance. C'est la loi de Pareto appliquée 2 fois, quoi. Vraiment. Voilà, en fait, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que en fait, l'investissement en startup, quand tu le prends dans son ensemble, quand tu as une stratégie, c'est pas très risqué, quoi. Tu diversifies bien, tu fais bien. Alors, maintenant, l'erreur. Unitairement, attention, c'est risqué. Unitairement, c'est risqué. Mais en constituant un portefeuille d'ensemble avec une stratégie bien pensée, des critères de sélection, un deal flow qui est bien mis en place, c'est pas tant risqué que ça, quoi. Après, je pense que beaucoup de personnes, malheureusement, je pense que la majorité des gens quand même perdent de l'argent en startup parce qu'ils investissent en trop peu de tickets et mettent trop d'argent dans trop peu de tickets et réfléchissent. Et en fait, moi, je pense que ton cerveau est ton ennemi dans les startups, vraiment. Oui, il faut analyser, etc. Mais en réalité, si tu n'as pas les compétences, Cédric, tu as les compétences, moi je pense les avoir aussi à un certain niveau et encore, mais même de mon côté, parfois je ne me pose pas trop de questions et je me dis ok, je mets un petit ticket dessus parce que alors moi je fais aussi partie d'un club, etc. J'estime que l'analyse que j'ai faite me semble bonne.
Même si je vois des trucs, je me dis, ok, je mets un ticket parce que de toute façon, c'est sur les grands nombres qu'on fait de l'argent. Et si je me mets à dire, non, mais moi, j'ai compris que celle-là, elle est beaucoup mieux que l'autre, donc je vais mettre tout mon argent dessus parce que je suis un génie de l'investissement et j'ai tout compris. Déjà, je pense que ni toi ni moi on le fait. Alors, je pense qu'une personne qui est débutante, si elle fait ça, 100% de chance de perdre son argent. Vraiment. C'est malheureusement une erreur classique, quoi. Ouais. Enfin, moi, je me suis totalement écarté des clubs de business angel en France parce que Ouais. t'en as beaucoup où, tu vois, ils croient en leur flair. Non, mais il n'y a pas de flair. En l'idée, tu vois. Il n'y a que les chiffres. Qu'il faut prendre en compte. Voilà, l'analyse que je fais, c'est justement ça. C'est est-ce que le marché me paraît intéressant et surtout, je regarde les chiffres. Effectivement, est-ce qu'il y a déjà une traction, est-ce qu'il y a déjà des ventes, etc. Et ça, c'est critères classiques. Hein. Et les dirigeants, évidemment. C'est le point névralgique. Hein. Si, tu peux avoir une mauvaise idée. Si tu as un dirigeant qui a déjà du track record en tant qu'entrepreneur, déjà des réussites, qui a la capacité justement de se remettre en question, c'est important ça, l'ego aussi du dirigeant, comment, tout à fait. Tu vois, comment il appréhende ses erreurs, etc. Même si tu as une mauvaise idée, même si il pilotera, de toute façon. Il pilotera, il trouvera le moyen de faire autrement. Exactement, ça 100% d'accord. Donc là, on a évoqué un peu la partie startup au final. On est parti très vite. Dans tous les sens, mais bon. C'est normal, c'est parce qu'on est des passionnés, c'est normal. Et donc, pour retour à l'immobilier, donc tu en as parlé effectivement, comment tu as commencé, comment tu as fait donc, ton premier investissement, tu t'es associé, justement, c'est une question de ma part, c'était comment tu as fait, avec quel capital au début, donc tu t'es associé. Ouais, alors le premier projet, alors pour donner quelques vanity metrics, c'est important, tu vois. Donc aujourd'hui, j'ai 35 lots immobiliers en France, à l'étranger, donc principalement sur des immeubles de rapport. Donc c'est pour ça que ça allait relativement vite. C'est vrai que tu as fait un peu à Bali. À Bali, une ville à Bali aussi, voilà, ça c'est un petit investissement plaisir. On en parlera peut-être, c'est rigolo, j'ai des petites histoires dessus qui sont assez croustillantes. Donc une villa à Bali, effectivement, une magnifique villa, là, on en reparlera. Et sinon, principalement des immeubles de rapport, donc ça fait beaucoup de lots, mais en réalité, c'est finalement pas tant d'opérations que ça va assez vite parce que tu vois, le premier c'est 7 appartements, le deuxième que j'ai acheté c'est 3 appartements et un local commercial, donc tu vois, ça va assez vite, et après, etc., le suivant, c'est toujours dans ces ordres-là. Pour revenir sur le nombre de biens, et puis j'ai également des biens en copro aussi, c'est vrai qu'on en reviendra, j'ai des biens aussi en Ile-de-France, là pour le coup je suis associé avec mon ami Marc. Globalement, je me suis associé sur le premier projet parce que j'avais pas le choix. Les autres projets d'immeubles, je les ai fait tout seul. À chaque fois, mes immeubles, je les ai tous achetés tout seul, donc moi-même en perso ou alors avec des sociétés, principalement avec mes sociétés que je détiens intégralement. SCILIS que je détiens via différents montages, donc ma structure holding, en perso, etc. Voilà, ça je pense que tu connais le principe. Et après, d'autres biens que j'ai achetés en association avec Marc, donc la villa à Bali et des appartements en Ile-de-France. On a 5 appartements en Ile-de-France. Ça, c'est ce qui est assez drôle. C'est que, tu vois, je me suis noté ça sur mon petit fichier. C'est qu'en 2000, il y a un an, je crois, on a acheté 4 appartements en 4 mois en Ile-de-France. Donc un par mois, tac, 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 qui s'entendent de 600 000 € d'investissement en 4 mois. Et moi, j'étais à l'autre bout du monde, j'étais en Asie et en fait j'ai tout acheté à distance. Donc c'est évidemment Marc qui était sur place, qui lui connaît bien la zone, a pu visiter, etc. C'est des biens qui étaient full en off-market, donc des biens qui n'étaient pas sur le marché via son réseau à lui. Pour le coup, c'est à lui qui revient le mérite. Il avait donc il a de très bons membres de réseau et c'est des biens qui nous ont été apportés en off-market. Donc plus-value latente, on va dire entre 20 et 30 000 € sur chacun des appartements. Donc c'est des opérations très simples, sans travaux, tout loué. Voilà, et autofinancé à 100%. Donc on est en région parisienne, on est en Ile-de-France, dans le 95 pour être précis. C'est des biens qui sont entièrement autofinancés avec des plus-values latentes, achetés 100% à distance. Donc petite histoire, j'étais en Thaïlande et donc je faisais des petits mails au banquier. Le banquier disait ok, monsieur Perrin, est-ce que vous pouvez me renvoyer l'offre de prêt? Je l'imprimais là où j'étais, je le signais, j'allais à la poste. Tu vois, je sais pas si tu as déjà vu un post office en Thaïlande. Ouais, c'est ça. J'allais avec mon petit scooter. Voilà, tu vois ce que c'est. Donc j'allais au post office, j'envoyais ça via un service de livraison qualitatif. Tu vois, j'ai envoyé mon offre de prêt, j'en ai fait 4 comme ça, de suite, sur 2 ou 3 mois, parce que j'ai passé 2 ou 3 mois là-bas. Et je voyage 6 mois par an pour info, c'est aussi pour ça que je suis ici. Et donc j'ai renvoyé tout ça par la poste, et tu vois, j'ai acheté 4 appartements 100% à distance, signature à distance avec le notaire, en procuration, et voilà. Donc, je vais te parler une petite histoire qui est assez rigolote, tu vois, et au final, 4 appartements en 4 mois, c'était lancé un petit défi, parce que des gens me disaient, ouais, c'est dur de trouver des biens actuellement. On s'est dit, on va vous montrer si c'est dur, et on a acheté 4 biens en 4 mois. Tous rentables, et en plus dans la zone la plus compliquée de France, parce que l'Île-de-France c'est là où c'est le plus complexe d'acheter, donc c'est autre chose que d'acheter des biens au fin fond de la campagne où c'est assez simple. Donc voilà pour la petite histoire sur le déroulé. Chapeau. Parlons un peu de Bali, tiens. Ouais, parlons de Bali. Alors ça c'est drôle, alors du coup comment ça s'est passé pour Bali? Alors on était en 2020, donc 2020, tu vois l'année, la fameuse année.
J'ai eu pas de chance, moi comme je disais, je voyage 6 mois par an, donc pour moi ça fait 6 ans que je fais ça, que je voyage 6 mois par an. Depuis que je suis libre en fait, je voyage 6 mois par an, beaucoup en Asie, j'ai aussi fait l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Afrique, l'Afrique du Sud, etc., Maurice, l'Europe, enfin voilà, j'ai fait plus de 45 pays aujourd'hui, c'est ma passion numéro 2 après le business et l'entrepreneuriat, tu vois, et l'investissement. Donc voilà, j'adore ça, et en fait je me retrouve en 2020, je reviens d'un voyage en Asie, en Inde, au Koweït, en Égypte, dans des pays un peu improbables, et j'arrive en France juste avant la fermeture définitive. Donc je me retrouve bloqué, j'en profite pour écrire un bouquin d'ailleurs que je mets en vente, etc. Et j'en commence à en avoir un peu marre. Au bout de quelques mois, tu vois, et avec des amis, on se regroupe dans un appartement, on loue un appartement sur la Croisette à Cannes, vue mer incroyable, et on se pose tous les trois dans cet appartement et on se dit ok, on va passer un mois à bien bosser, à être tranquille, etc. Et puis là, j'ai un ami, je vois une story sur Insta d'un pote qui est à Bali. Je dis, mais attends, tu te fous de ma gueule, tout le monde est en France, toi t'es à Bali, t'y es allé il y a 2 semaines, comment c'est possible? Tu vois, tout est fermé, les frontières étaient fermées, on rappelle le contexte, tout était fermé, c'était impossible de sortir de France, soi-disant. Et il me dit, non, c'est possible. Et je dis, ah ok, comment et tout? Il me fait, t'inquiète, c'est une meilleure relation avec un contact. Et en fait, on peut créer, à Bali, il y avait une exception, on peut créer des visas business pour rentrer sur le territoire, des visas de 6 mois, en fait, via un agent, en fait, voilà, en tant qu'entrepreneur, on pouvait faire ça. Donc, je crée ce visa business, tout était totalement légal, etc. Et au final, je me dis, je dis à mes potes qui étaient dans l'appartement, je dis, les gars, ça vous dit Bali ou pas? Ils me disent, bah ouais, franchement, ouais, parce que là, les confinements et tout, ça commence à nous saouler. Parce que là, on était en confinement quand j'étais à Cannes, je ne l'ai pas dit, c'était un mois dans un appartement parce qu'on était sur un nouveau confinement. Tu vois. Et on se dit, bon, on a un peu marre, faisons ce visa. Ça met une semaine à arriver, on reçoit le visa par WhatsApp. Ça va rapide. Hyper rapide, Bali. Surtout à ce moment-là, ils avaient besoin, c'est rentrer des gens, tu vois. On reçoit le visa par WhatsApp, on se regarde, je dis, les gars, on part quand? Bah demain. Du jour au lendemain, le soir, on réserve le billet d'avion. Le lendemain, on est à l'aéroport de Lyon, on remonte de Cannes, on arrive à l'aéroport de Lyon. On prend l'avion tous les trois du coup, et on décolle pour Bali. Donc je te laisse imaginer l'aéroport vide de Lyon-Saint-Exupéry, vide. Ils nous regardent, vous allez où? Vous allez à Jakarta, parce que le vol a passé par Jakarta. Ouais, on va à Jakarta, mais vous avez, attendez, essayez de regarder sur ordi, vous savez pas si on a le droit d'y aller et tout. Quels étaient les trucs? En fait, il fallait juste un test PCR et puis un visa, quoi. Donc on monte le visa, donc le test PCR, ils font. Ah ok, bon bah c'est bon. Et j'étais surpris de la facilité au final de partir. Donc tu vois, au final, tout le monde disait ouais, tout est fermé, c'est impossible de voyager. Bah en fait, si, ça s'est très bien passé, il fallait mettre un masque. Voilà, et c'est tout quoi. Donc on prend l'avion, on arrive à Istanbul, on arrive après à Bali. Incroyable, on rentre dans le pays, on se dit waouh, on a l'impression d'avoir hacké le game. Tu vois, on se dit putain, incroyable, tout le monde est en France bloqué. Là, tous les restos sont ouverts, les boîtes de nuit sont ouvertes. Bon, je te laisse imaginer, c'est génial, on kiffe. Et puis surtout, le problème, c'est que en France, moi pour mon business, donc voilà, on va préciser, mais j'ai également des business sur Internet, je fais de la formation, je fais du logiciel, je fais pas mal de choses. Puis j'ai besoin de rencontrer des gens pour mon travail, tu vois. Enfin, c'est important d'échanger, de pouvoir bosser, de pouvoir créer du contenu aussi, parce que je crée du contenu. En France, tu pouvais rien faire, tout était fermé. Je me suis dit, super, ça sera le moyen pour moi de pouvoir continuer à bosser, rencontrer des personnes. En plus, les personnes qui sont là-bas, il y a plein de Français qui sont entrepreneurs, expatriés là-bas, donc vraiment intéressant. Je fais des super contacts pour mon business grâce à ça. Et donc, du coup, on se retrouve là-bas. Et au final, mon associé Marc, qui lui est resté en France, me dit, parce qu'il était encore salarié à l'époque, et il me dit, mais attends, moi ça m'intéresse d'investir à Bali, j'ai commencé à repérer, ça a l'air assez rentable. Moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Et je dis, si tu veux, j'ai visité pour toi, ça t'intéresse, et je vais visiter, je rencontre le promoteur, je visite, et je fais à Marc en rentrant, je lui dis, franchement, ça me plaît. Si tu veux, on le fait à deux, ça limite les risques pour toi. Il me dit, mais avec grand plaisir. Et du coup, je commence à visiter des terrains, etc. Et finalement, du jour au lendemain, quasiment, je me retrouve à acheter un terrain, faire construire une villa dessus, avec un constructeur. C'est une construction carrément. Construction de zéro, ouais. J'ai visité un terrain qui était vierge. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a toute la construction de zéro. Je montre le terrain vierge, et aujourd'hui, tu as des vidéos où tu vois la villa complète. Donc, j'ai tout montré l'évolution sur la chaîne YouTube. Le terrain vierge avec une vue magnifique sur la jungle et sur les rizières. Donc, pour une précision, sur Bali, on achète via une société, et en fait, c'est un leasehold de 30 plus 20. Donc, on a sécurisé 50 ans de terrain, parce qu'on ne peut pas acheter vraiment comme en France en tant qu'étranger. Je précise là-dessus. Et donc, on se lance dans la construction. Donc, tu vois, à 23 ans, je me retrouve à faire construire une villa à Bali. J'étais, je pense, le plus jeune client du promoteur qui a fait des centaines de villas, tu vois, parce que voilà, enfin, à part des gens qui étaient avec leurs parents, etc. Mais moi, de mon côté, c'était la villa que j'ai faite avec Marc, vraiment entre amis, tu vois, 50-50, et vraiment incroyable. Donc, on fait construire ça, et puis je suis le chantier sur place. Puis après, je repars en Europe, je pars également en Amérique du Sud, etc. les mois suivants pour continuer de voyager. Tout s'est géré à distance. Le promoteur a très bien géré. En 1 an et demi, la villa est sortie de terre et elle est en location depuis maintenant 2 ans, ouais, ça date de 2022, ouais, c'est ça, elle a fini en août 2022, donc ça va faire pile 2 ans qu'elle est en location. Tu vois, là sur le mois d'août 2024, elle a généré 8125 € de chiffre d'affaires, j'ai regardé il y a quelques jours, donc c'est pas mal. Location courte durée. Courte durée, 8125 € de loyer, évidemment il y a des charges, il y a une gestion, etc. Il faut compter entre 50 et 60% de charges. Voilà. Il y a quand même beaucoup de charges entre les impôts, les taxes et la gestion locative, les salariés, etc.
Ça reste un projet qui Mais est assez c'est une rentable. villa aussi dans laquelle tu peux aller. C'est ça, bah Marc il va en novembre, là il va passer 2 semaines avec sa petite famille et ses amis, etc. Donc c'est génial, c'est absolument génial. Donc voilà, un projet assez fou. Un achat du coup en cash, 100% Cash. Ouais, pas possible de faire de prêt, c'est le seul achat immo que j'ai fait en cash. Bah, tous mes achats, je les ai fait 100% à crédit. J'ai fait quelques achats avec un peu d'apport, mais tous mes immeubles, je les ai achetés sans apport ou alors avec seulement les frais de notaire pour ceux où j'ai mis l'apport. Et là, dans le cadre d'une construction, tu n'as pas l'appel de la totalité de la Non. somme dès le début. Non, heureusement. Parti, non. Et puis ensuite, tu as un échéancier. Ouais, on un a appel échelonné. En fonction de. C'est ça. Tu commences avec, je crois, 15%, 20%, et après, au fur et à mesure, c'était des petits virements de 10% au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Donc ça, c'est quand même aussi assez cool en termes de gestion de trésorerie, c'est assez sympa. Et attends, je voulais préciser un truc aussi qui était important. Mince, j'ai oublié. Mince, ça va me revenir, désolé. Je vais rebondir. Ouais, rebondis. Est-ce que, comme à Dubaï, tu as des systèmes où les promoteurs ils te font une sorte de crédit où tu as un échéancier de 5 ou 10 ans derrière à la livraison? Alors, à la livraison pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Je pense pas que ce soit possible. Nous, vraiment, après, on s'est pas pris la tête, on s'est dit, vas-y, on va acheter cash. Oui, c'est là où je voulais en venir, effectivement, c'est ça qui me revient. Je pense que vous avez dû faire maintenant une belle plus-value. On a fait quasiment x2 sur le prix. Alors, je ne partage pas le prix d'achat parce qu'on a une confidentialité avec le promoteur, mais en gros, oui, on a fait quasiment x2 sur le prix d'achat. Puis, de toute façon, juste les prix de construction, ils ont quasiment doublé, donc c'est pas de la magie, quoi. C'est juste que tout a explosé, les matériaux, les prix des terrains, tout a explosé entre temps. Et c'est là où je voulais en venir. On a acheté, rappelle quand même, on a signé le terrain en décembre 2020. On était en plein dans la période compliquée, pour citer le mot, parce que je sais que YouTube n'aime pas, dans une période très complexe où personne ne voulait acheter à Bali. Il n'y avait plus de touristes. Je peux te dire que la villa que je loue actuellement entre 400 et 500 euros la nuit en plein mois d'août, elle se louait 70 euros. Vraiment, on est sur ce type de différentiel. Donc, qui va être assez fou pour acheter une villa quand il n'y a plus de touristes et tu ne sais pas combien de temps ça va durer? Ça se trouve, ça aurait pu durer 10 ans, on n'en sait rien, tu vois. Donc, on a pris clairement un risque qui est à mon sens ultra maîtrisé parce que franchement le risque que ça dure pendant 10 ans était quand même assez faible, donc les prix avaient chuté, on a payé vraiment très peu cher et c'est ce que j'explique aux gens, je leur dis pas acheter une villa à Bali parce que je l'ai fait, je leur dis surtout pas ça, je leur dis observer le raisonnement, l'analyse que nous avons eu à ce moment-là de dire ok on est sur un contexte qui fait que eh bien, personne ne veut acheter, les gens ont peur, moi quand les gens ont peur j'investis, j'achète, j'en profite. Tu vois. Observer ce raisonnement plutôt qu'observer le résultat. Aujourd'hui, les villas ont fait x2. Est-ce que c'est bien d'acheter maintenant? Peut-être. Peut-être qu'elles feront encore x2, c'est possible, je ne dis pas le contraire. Peut-être pas. Donc c'est à vous de voir après de faire vos calculs, mais ce n'est pas parce que je l'ai fait à ce moment-là qu'il faut acheter à ce moment-là et qu'il faut acheter maintenant. Tu vois. C'était vraiment contextuel par rapport au marché, par rapport au Covid, par rapport à, je dis le mot, par rapport à tout ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait une bonne affaire. Voilà. Et tu peux nous donner un petit peu des infos sur la villa, ouais. la taille? Ouais, bah, je t'enverrai des vidéos et tout si tu veux insérer, on a des vidéos pro. C'est une villa 3 chambres, 3 suites, donc voilà, avec salle de bain privative à chaque fois, ça fait 150 mètres carrés habitable. Tu as un très grand séjour avec tout vitré, avec l'angle vitré aussi, qui donne sur la piscine directement, avec la vue sur la jungle et vue sur les rizières. Donc on a une grande piscine à débordement, on est sunset, vue sunset, donc là c'est incroyable. Pour les petites vidéos, les petites stories Instagram pour les clients, c'est toujours un plaisir, avec voilà, une grande terrasse, tout ce qu'il faut, franchement, elle est magnifique, décoration balinaise, avec un style comme assez moderne, on va dire. Et voilà, c'est magnifique, c'est à Ubud, donc au centre de Bali, c'est l'endroit le plus touristique de Bali. Okay. Voilà, on est à 5 minutes de la forêt des singes, pour ceux qui connaissent. De toute façon, on a un compte Instagram, si vous voulez aller voir, qui s'appelle Villa Irena Ubud, ou Villa Irena Bali. On a mis toutes les photos, vous pouvez réserver. Si vous voulez venir chez nous, il y a le lien pour réserver directement avec la plateforme. Donc vous pouvez aller voir l'annonce Airbnb aussi. Enfin, voilà, tout est dispo, je partage tout. De toute façon là-dessus, je partage tout. Vous voyez l'annonce Airbnb, vous voyez le prix de location, vous voyez les calendriers. Là, sur le mois d'août, on est à 100% de remplissage. Ou 2024, on est à 100%. Voilà, plus de 8 000 euros de chiffre d'affaires. C'est une société de conciergerie sur place qui gère. C'est ça, une société qui gère et qui prend un pourcentage de gestion, ce qui est normal. Donc c'est un coût, clairement, mais bon, ça n'a pas le choix. C'est comme ça. Merci pour du coup à nous avoir relaté cet achat à Bali et puis bravo. Bah merci. Pour avoir chopé l'opportunité. Ouais, c'était un gros time to market là. Alors, là tu nous as parlé d'opérations qui sont bien passées. Ouais. Est-ce que tu as des opérations qui sont mal passées? Alors en IMO, non, aucune. Là-dessus, après, voilà, comme je te dis, moi, vu que j'achète beaucoup d'immeubles, en soi, tu pourrais te dire avec tous ces lots-là, il y en a forcément, mais en fait, vu que c'est des lots de 4, 5, 7 appartements, heureusement que non, parce que si tu te plantes sur un lot de cet appartement, bon, c'est quand même compliqué. Et non, tout s'est bien passé parce que, au final, j'ai pas réinventé la roue. J'ai acheté dans la zone que j'avais repérée dès le début, toujours dans la même zone, le même type de bien, off-market, donc largement en dessous de leur valeur. Tu vois, j'ai noté dans une petite anecdote, mais j'ai acheté un immeuble pour 84 000 euros, 6 appartements.
Ma meilleure affaire jusqu'alors, certainement. Donc voilà, on est toujours près de Lyon. toujours près de Lyon. C'est une affaire off-market incroyable. La personne avait hérité de cet immeuble-là. Donc quand je parlais d'héritage, vous voyez, elle vivait à Perpignan, donc à l'autre bout de la France. Elle ne savait pas du tout où c'était pour elle. C'était le trou du monde. Voilà, tu vois. Donc c'est dit oulala, où est-ce que c'est? Alors en réalité, bah voilà. Et le bien était clairement pas en bon état. Enfin voilà, il y avait un peu de travaux, mais c'était pas du tout. Enfin franchement, quand je dis pas en bon état, j'ai une vidéo YouTube d'ailleurs sur ce bien avant rénovation. Vous pouvez la voir. Vous voyez l'état, ça fait pas peur du tout. Hein. On n'est pas sur un truc dégueulasse où il faut tout casser. C'est un immeuble qui avait été refait en plus il y a 20 ans. Tous les planchers sont dallés, donc on est sur des dalles en béton. Enfin, on n'est pas du tout sur un truc qui fait peur, quoi. On est sur un bien, effectivement, il y a des travaux. Je vais pas dire le contraire. Les salles de bain étaient à refaire, les cuisines aussi. Mais on est sur un truc vraiment qui est basique, quoi. On est sur des appartements, on n'est pas sur des studios de 15 mètres carrés, on est sur des appartements qui sont sur du T2, T3 minimum. Oui. Donc c'est des grands appartements et c'est des biens qui se louent aujourd'hui 2500 € par mois. Tu vois. Donc voilà, il y a eu des travaux, 84 500 € pour être précis. Et j'avais négocié, il était à plus de 100 000 à la base, c'est déjà pas cher, j'ai eu un off-market, donc il n'est pas apparu sur le marché. Non, mais ça, c'est des affaires de dingue. Et les gens ne se rendent pas compte, comme c'est fréquent. Mais enfin, c'est fréquent pour quelqu'un comme toi Ouais. qui Quand tu as accès au réseau. et mis en place le réseau. Mais tu sais, ce bien-là. Le maillage, en fait. Mais en fait, oui et non, parce que tu vois, là, c'est un agent qui me l'a apporté, cet agent m'a apporté 2 immeubles. 2 immeubles. Et 2 immeubles, ça représente 6 appartements et 3 appartements et un local commercial. Donc, tu vois, ça me représente déjà 12 lots. Tu vois, 11 lots, pardon, excuse-moi. Non, j'ai dit 6 appartements et 3 et 4, non, 10 lots, excuse-moi. Donc, 10 lots, 10 appartements, 10 logements avec un seul agent, tu vois. C'est un seul agent off-market qui m'a apporté ces 2 immeubles. Donc, c'est pas tant que ça, tu vois. J'ai pas travaillé sur 200 agents immobiliers différents, etc. J'ai juste les principaux du marché qui m'apportent ces biens-là, tu vois, en l'occurrence. Tu n'es pas obligé de faire dans le volume, mais aussi au niveau du réseau. Non. Pareil, Non. intensité, qualité, quoi. Une seule bonne affaire, parce que j'ai toujours une seule bonne affaire suffit, tu vois. Là, c'est un bien, si je le revends, je gagne plus de 100 000 € dessus très largement, tu vois. Bon, tu vois, même si moi j'en fais plusieurs, mais pour des gens qui veulent commencer et mettre le pied à l'étrier, déjà se dire qu'avec une seule opération, encore une fois accessible à n'importe qui, parce que là tu gagnes 1500 € par mois, tu peux l'acheter le bien. Il n'y a pas de sujet, tu vois. Ouais. À ce prix-là, il n'y a pas de sujet. Mais ça, c'est aussi un truc, c'est que souvent, les gens se disent « Ah ouais, c'est trop beau pour être vrai ». Ouais, bien sûr, normal. C'est vraiment le truc. C'est ça que c'est ma meilleure affaire. Je dis pas que tout le monde a fait une affaire comme ça. J'en ai fait des moins bonnes, qui sont toujours des bonnes affaires, mais celle-là, c'est ma meilleure. Voilà, c'est ce que je dis. Mais j'ai des élèves qui ont fait aussi bien que moi, qui ont fait même mieux, tu vois. J'ai plein d'élèves sur la chaîne YouTube, encore une fois, il y a des études de cas avec les chiffres. Franchement, j'ai des élèves qui ont fait des affaires aussi assez incroyables. Mais en fait, c'est des concours de circonstances qui apportent ça. Mais les concours de circonstances, ils se provoquent. Bien sûr. À ministère. Et il faut garder aussi l'ouverture d'esprit pour les accepter, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils voient un truc passer, oh non, c'est bon. Ouais. Ça doit être un truc horrible, il y avoir des trucs juridiques, légaux derrière, il y a peut-être des. Tu vois, ils vont se dire, il y a peut-être des locataires du coup qui squattent. Ils vont se dire des choses comme ça. Ouais, bien sûr. C'est trop beau pour être vrai. Ouais. Mais en fait, non, il y a des autres. Il y en a qui sont trop belles pour être vraies. Ça, c'est vrai. Il y a des affaires où il faut faire attention. Tu as raison de faire attention. Il y en a effectivement qui sont trop belles pour être vraies. Ben, c'est là le intérêt de bien maîtriser. Quand tu maîtrises, tu ne prends pas de risque. Là, en fait, quel était le risque sur ce projet? Alors, il y avait un locataire en place. Il y avait un seul locataire en place. Ça, c'est un risque. Tu peux te dire, bah oui, mais j'ai un seul locataire. En l'occurrence, vu le prix d'achat, en fait, le loyer du locataire, il me payait, peut-être pas mon crédit, mais il me payait au moins la moitié de mon crédit déjà. Tu vois. Donc, en fait, le risque est très faible. Mais le risque, il y a des travaux. C'est tout. Et le bien était extrêmement sain. Encore une fois, il avait été refait il y a 20 ans par une entreprise. J'avais encore les factures, j'avais tout. En fait, le risque est quand même très très faible, quoi. Il y en a toujours. Mais encore faut-il, tu vois, faire l'effort déjà d'aller creuser. C'est ça. Regarder. C'est ça. La plupart des gens sont les occupants, ne croient pas que ce genre de choses arrive et s'arrêtent à juste la façade de ok, non, c'est une arnaque, non, c'est du scam. Et d'autres, à l'inverse, vont aller se ruer sur un bien qui est pour le coup vraiment trop haut pour être vrai et où il y a vraiment un loup, tu vois, ils vont pas analyser correctement. Et là, il faut quand même être vigilant, il ne faut pas partir non plus. Voilà, et après, ils diront ouais, non, l'immobilier c'est de la merde. C'est ça. C'est des arnaques quand il y a comme ça. Enfin, qui vont justement colporter leur histoire, bien sûr, qui va créer le billet de confirmation auprès des gens qui se disent c'est trop beau pour être vrai, ouais. Ils vont dire non mais je connais lui, il avait investi, il s'est fait avoir. Mais c'est comme pour l'entrepreneuriat, tu sais, tout le monde dit ouais mais l'entrepreneuriat c'est difficile, c'est dur, tu gagnes pas d'argent. Plein de gens disent ça en France, ils disent ouais c'est compliqué, il faut des salariés. Les salariés font toujours des prud'hommes. Bah ouais ok, enfin je sais pas, moi je connais plein de gens, ils ont des salariés, ils ont pas eu de prud'hommes, tu vois, c'est pas le sujet. Toi d'ailleurs je pense aussi. Voilà, tu vois, donc et comme les loyers impayés, tout le monde te dit ouais mais tes locataires ils vont pas payer. Bah, moi, je touche du bois, ça fait 8 ans que je fais de l'IMO, j'ai jamais eu un seul impayé, même un retard, j'ai pas eu ça en 8 ans, avec beaucoup de locataires quand même. Donc je pense que tu as mis un bel écosystème aussi en place. J'ai un bel écosystème. Comme tu disais, mais factuellement c'est 1%. Ciblé, tu fais plutôt haut de gamme, ouais. Voilà, exactement. Exactement. En fait, ça c'est vraiment un truc, je pense que beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas dans ceux que je côtoie, l'ont remarqué. Quand tu vas faire du cher, c'est là où tu as le moins d'emmerde. Tu as les meilleurs clients,
ils payent plus cher et bizarrement, ils te posent moins de questions. Et les gens en fait ont cette croyance qui est fausse de se dire si je facture plus cher, les gens vont être chiants, entre guillemets, vont être pénibles, alors que c'est l'inverse. Les clients qui payent le plus cher, et nous, je pense qu'on en fait partie en tant que client aussi, on est une cible plutôt haut de gamme, tu vois, on va payer cher pour nos services, pour nos restaurants, etc. Mais je pense qu'on est beaucoup moins pénible que la plupart des gens qui vont essayer de gratter, payer le moins cher possible. C'est les pires clients, vous ne voulez pas des gens qui veulent du moins cher, parce que c'est ceux qui vont plus vous embêter derrière, toujours. Et pour les loyers impayés, je reviens à un truc important, ça représente statistiquement par l'INSEE 1% des loyers. Donc oui, c'est 1%, c'est quand même conséquent. Donc si vous avez 100 appartements, vous allez statistiquement avoir un appartement qui en a payé. Moi, ce que je réponds à chaque fois aux gens, je leur dis, mais quand vous regardez la population, quand vous baladez dans la rue, est-ce qu'il y a plus ou moins de 1% des gens à qui vous ne feriez pas confiance? Moi, je tendance à dire plus de 1%, tu vois. Donc déjà, même quand tu prends la population globale, moi, il y a beaucoup plus que 1% des gens à qui je ne louerais pas un appartement, où je me dis, il a pas l'air soigneux, pas l'air très sérieux, etc. Donc en fait, si vous avez du bon sens, que vous faites attention à qui vous sélectionnez dans votre appartement, que vous regardez bien les salaires, etc., ça a peu de chances d'arriver. Et je rajoute un point aussi, et ça je veux aussi dire un point qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne paient pas leur loyer aussi pour des raisons légitimes. Parce que tu as des propriétaires qui se foutent de la tête de leurs locataires et qui louent des biens qui sont insalubres, qui ont des infiltrations, qui ont des problèmes, etc. Le propriétaire, quand tu l'appelles, il ne te répond jamais. Et franchement, je le mets à leur place. Moi aussi, je ne paye pas mon loyer. Tu vois. Si mon propriétaire, il y a de l'eau qui tombe dans mon appartement tous les jours et que je manque de m'électrocuter parce qu'il y a de l'eau qui tombe de mon plafond, bah franchement, ouais, je comprends qu'au moins tu arrêtes de payer. Tu dis, bah attendez, tant qu'il n'y a pas d'actions qui sont mises en place, j'arrête de payer. Et ça, il ne faut pas croire, mais c'est un nombre important des impayés. C'est des personnes qui sont juste pas satisfaites. C'est un excellent point. Je te remercie d'avoir cette capacité, tu vois, à te mettre aussi à la place de ceux qui sont décrits par l'ensemble des investisseurs immobiliers en disant c'est un scandale, etc. Mais c'est bien de le rappeler. Mais c'est pas un scandale. Non, mais même à l'île Maurice, je veux dire, si on te loue un bien qui est pas conforme, tu vois, tu es en droit de pas payer, c'est normal. La part du contrat n'est pas respectée. C'est normal de pas payer. C'est logique. Et donc du coup, voilà. C'est bien de souligner ce point-là. Il faut le souligner. Après, moi, je fais que des biens haute qualité. Après, je vais pas mentir aussi, j'ai des biens qui étaient déjà loués quand j'ai acheté. Donc quand tu as un bien qui est déjà loué quand tu l'as acheté, tu ne peux pas le rénover. Tu ne peux pas virer ton locataire et dire bah, je vous refais votre appartement et vous partez et moi je reloue plus cher. On aimerait bien parfois parce que ce serait plus rentable, mais du coup j'ai des appartements qui sont pas aussi en très bon état parce qu'ils étaient déjà loués en fait. Ils étaient déjà loués à des locataires, ils sont en état normal, c'est pas du tout insalubre, attention, parce que là pour le coup tu n'as pas le droit de louer un bien qui est insalubre même si le locataire est déjà en place. Et on a plein de locataires où parfois on va faire des travaux alors qu'ils sont déjà locataires, on va refaire de la peinture, refaire de l'isolation, etc. gratuitement sans demander une augmentation de loyer parce que ils sont là depuis 20 ans et on est content d'avoir des gens qui sont là depuis 20 ans et qui payent. On est content, on va pas s'en plaindre. Ok, ils payent pas cher, ça c'est vrai, ils payent beaucoup moins cher que s'ils relouaient aujourd'hui, mais bon, c'est aussi une forme de fidélisation et c'est le jeu en fait. C'est le jeu, il faut savoir respecter ça. Ça c'est important, le limo c'est aussi un jeu de long terme et il faut comprendre que c'est dans ton intérêt aussi de faire de la qualité parce que tu vas attirer des bons locataires et tu vas avoir des bonnes relations et tu n'auras pas de problème, globalement. C'est une très bonne manière de voir les choses, je pense. Alors sur la partie immobilière, est-ce que tu as. T'as pas eu d'impayés jusqu'à maintenant. Non. Bravo pour ça. Est-ce que tu as des dingueries, des choses amusantes, peut-être au niveau de l'administration, des trucs qui te sont arrivés? Je sais que je vois passer des trucs où maintenant il y a des obligations sur les DPE. Ouais. Alors non, parce que en fait moi dès le début, depuis que j'ai commencé, et j'ai la chance, ça je fais un petit big up à mon père, parce que mon père est un passionné de bricolage. Alors il est prof, rien à voir, mes parents sont instituteurs, tu vois, donc oui pour revenir là-dessus, c'est vrai qu'on va pas parler de ça, mais mon background, on va dire familial, n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat, ni dans l'investissement, pas du tout. Mes parents ils sont fonctionnaires du coup, instituteurs, donc prof des écoles, tu vois, pour les petits, et mon père par contre il adore le bricolage, tu vois, et il a toujours eu cette vision, même sur notre maison, la maison dans laquelle ils habitent, de bien isoler et tout. Il a toujours eu cette vision-là de dire c'est important parce que le chauffage qui coûte le moins cher, c'est celui que tu dépenses pas. Il a toujours dit ça. Et il a raison parce qu'au final, quand tu isoles bien, du coup, tu dépenses beaucoup moins d'électricité. C'est pas un mystère pour personne, tu vois. Et donc dès le début, j'ai toujours eu cette vision d'isoler mes appartements, etc. Donc mes biens sont d'office. Et puis encore une fois, stratégie haut de gamme. On fait des biens qui sont jolis, mais c'est pas du cache-misère. C'est-à-dire que derrière le beau placo, on a mis l'isolant, tu vois. C'est pas juste joli d'extérieur. Donc c'est isolé, et donc qu'est-ce qui se passe? Quand tu isoles bien, tu loues plus facilement parce que les locataires ils sont pas bêtes. Quand ils passent un an dans un appartement et qu'ils payent 200 balles par mois d'électricité alors que le truc fait 40 mètres carrés, ils se disent qu'est-ce qui se passe? C'est la moitié de mon loyer ou un tiers de mon loyer, c'est pas normal. Donc pour la rétention de mes locataires, c'est dans mon intérêt de bien isoler. Donc j'ai jamais eu de problème là-dessus. Les DPE, il y a des manières, j'ai fait toute une partie là-dessus en plus assez récemment où j'ai étudié en profondeur l'algorithme du DPE. Je suis allé creuser l'algorithme du DPE pour comprendre comment hacker le DPE légalement, je précise, pour apporter en fait ce que veut le DPE. Le DPE, c'est comme un humain, il te demande des choses. Réponds à ce qu'il veut et tu auras une bonne note. C'est comme à l'école.
Quand le prof il te demande une interrogation, il ne te demande pas d'apprendre l'histoire de France par cœur, il te demande d'apprendre quelques éléments précis, des dates précises qu'il va te demander à l'interrogation. Bah, c'est un peu la même chose. Tu essaies de comprendre ce que le prof va te demander et tu réponds à ces questions et tu réponds juste à 20 sur 20. Bah, c'est un peu la même chose. T'en as qui vont se mettre à mettre des pompes à chaleur, des trucs qui vont leur coûter une fortune pour rien en fait, alors que ça sert à rien. C'est pas ce que te demande le DPE. Le DPE te demande des choses qui coûtent beaucoup moins cher, même si on peut critiquer l'administration, etc. À la fin de la journée, à un moment donné, ils peuvent pas aller dans des choses qui sont délirantes et où les gens ne pourront pas faire. Parce que si les gens ne font pas, tu vas te retrouver avec des centaines de milliers de personnes en France à la rue. Parce qu'ils ne pourront plus se loger. Parce que si on interdit de louer des biens, bah, ça veut dire quoi? Mécaniquement, quand on est aujourd'hui dans une pénurie de logements, les loyers ne font qu'exploser à la hausse, tout augmente, et tu vas dire aux gens, bah, en plus, vous êtes allé louer des biens. Comment tu fais? C'est impossible. Ça veut dire que les biens qui vont rester vont exploser en prix, et que des gens vont se retrouver à la rue parce qu'ils ne pourront pas payer leur loyer. Donc c'est pas possible. Donc les règles, elles sont assez claires, elles changent très régulièrement, elles ont été beaucoup assouplies depuis le début, et donc au final, bah, moi je me retrouve avec des biens qui depuis le début déjà sont performants, je les mets en location assez facilement et j'ai pas eu de contraintes particulières par rapport à ça sur la partie DPE. Un truc un peu rigolo que je peux te raconter, que j'ai pas noté mais qui est assez marrant, c'est qu'un jour j'ai négocié une taxe foncière. Ça c'est assez drôle, les gens ne savent pas, mais tu peux négocier ta taxe foncière auprès des impôts. Alors je n'ai pas vraiment négocié, la réalité c'est que en fait, l'ancien propriétaire du bien avait mal fait la découpe au niveau des impôts, au niveau de la taxe foncière, et donc bah, en analysant le document que j'avais reçu, je vois qu'en fait il avait mal découpé ça et j'avais un lot en trop. Tu vois, parce qu'il avait déjà préparé sa découpe, et finalement il y avait un lot qu'il n'avait pas créé, c'est resté une cave en fait, c'était une sorte de cave d'ailleurs qui n'est pas du tout aménageable, que j'ai pas aménagé du tout, je sais pas comment il pensait que ça pourrait faire un appartement d'ailleurs ce truc là, mais aux yeux des impôts c'était un appartement, donc on payait 300 € de plus par an pour rien, donc j'ai fait un courrier, j'ai expliqué ça, et j'ai gagné tous 300 € par an, ce qui n'est pas énorme mais c'est toujours ça de prix, de taxe foncière pour un petit courrier, un truc assez rigolo, mais sinon j'ai jamais eu de problème là-dessus. De ça il faut voir l'aspect cumulatif. C'est ça, et sur la valeur du bien. Ouais, oui. Ça joue aussi beaucoup, ça joue beaucoup. Ça c'est un truc que je dis toujours, mais ne voyez pas les revenus d'un bien immobilier comme étant simplement un revenu. Voyez-le comme une valeur. Et par exemple, quand tu augmentes ton loyer de 100 € par mois, tu passes de 500 à 600. Tu peux te dire, ouais, ok, je gagne 1200 € de plus par an, je suis content. Mais c'est pas ça. 100 x 12, ça fait 1200 €. Si tu revends ton bien à un investisseur et que tu le vends à 10% de renta, tu as augmenté, bravo, de 12 000 € la valeur de ton bien. 1200 x 10, 12 000. Juste en augmentant ton loyer, tu as gagné 12 000 € de valeur. Je te laisse imaginer quand tu augmentes de 100 € sur cet appartement. Je te laisse faire le calcul. Tu vois, et ça, les gens ne le comprennent pas, et ça c'est un truc qu'on enseigne qui est hyper important, c'est que la valeur du bien, elle dépend à 100% des loyers quand tu es un investisseur. Quand tu vends un investisseur, ça dépend de combien ça rapporte. Donc plus ça rapporte, plus tu le vends cher. Donc plus tu as intérêt à faire de la qualité et à louer cher. Voilà, c'est aussi bête que ça, on est vraiment sur des maths de niveau CP, mais tu vois, ça fonctionne. Bah, la force du bon sens, de la simplicité, on va dire, mais est-ce qui est incroyablement difficile pour beaucoup de gens? Ouais, mais c'est pour ça qu'on est là aussi, qu'on enseigne tout ce qu'on fait, parce que bah, pour moi, ça fait 8 ans que je fais ça, donc ça me paraît logique, mais ça n'est pas pour tout le monde, et c'est normal. Je veux dire, moi j'en parle à mon entourage, ne serait-ce qu'à mes parents, et il y a des choses comme ça qui font « Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça », tu vois. Et c'est normal, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, comme tu m'as dit l'autre fois dans l'interview, et c'est très vrai. Alors justement, sur la partie business en ligne et formation, donc à un moment donné, tu te dis ok, bah, je fais de l'immobilier. D'ailleurs, cette boîte où là, tu faisais du scan numérique pour les assurances, donc, je l'ai délégué après. Je l'ai délégué en fait, j'ai délégué à un ami qui a repris cette boîte-là et qui me reversait une partie du chiffre d'affaires, tout simplement. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est organisé. Bon, ça n'a pas rapporté énormément d'argent, mais ça m'a permis de le déléguer, de ne pas le laisser tomber pour rien. Ça aurait été quand même dommage, une sorte de revente, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Et puis après, moi, je me suis concentré sur l'immobilier et sur mes autres business après que j'ai lancé. Donc, tu as toujours les parts de la société? Mais aujourd'hui, la boîte ne tourne plus. Lui, il a arrêté en fait après ça. Voilà, il a arrêté après. Parce que du coup, aujourd'hui, il travaille avec moi. C'est cassé. C'est qu'aujourd'hui, il bosse avec moi, c'est mon bras droit. Donc, c'est un ami de longue date et qui travaille avec moi depuis le tout début, tu vois, au final. Donc, ça fait 6-7 ans qu'on bosse ensemble. C'est l'histoire, sympa. Et donc, comment tu t'es lancé dans le business en ligne? Parce que c'est une chose de faire de l'immobilier. Ouais. Mais le business en ligne, bon, bah, c'est quand même un monde, il y a des tas de choses à apprendre. C'est très dur. Et ce que je dis toujours, c'est que l'IMO est beaucoup plus simple que le business en ligne. Les gens se disent, ouais, les formateurs, c'est facile de faire de l'argent. Bah, faites-le. Moi, je vous recommande de tester. Vous allez voir, vous allez galérer et faire de l'IMO est beaucoup plus simple. Alors, c'est sûr que par contre, l'IMO, moi, ce que je dis toujours aussi, enfin, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, il y a plein de milliardaires qui le disent, c'est que devenir millionnaire avec l'immobilier, c'est extrêmement facile. Franchement, n'importe qui peut le faire sans exagération, avec le temps, c'est très simple. Devenir millionnaire avec l'immobilier, bon courage. Là, c'est pas du tout la même histoire. Donc, il y a beaucoup de millionnaires qui sont devenus grâce à l'immobilier, la grande majorité. Par contre, milliardaires, non, clairement. Et donc, j'en viens avec le business, où c'est l'inverse. C'est très dur d'arriver à faire de l'argent. C'est très dur d'arriver à devenir millionnaire. Par contre, tu peux aller beaucoup plus loin en termes de revenus. Voilà, donc c'est vraiment deux échelles différentes, c'est pour ça que je fais les deux. Pour moi, c'est complémentaire. Et voilà, j'ai pas de problème avec ça, ça me permet du coup de rebasculer les bénéfices de l'un dans l'autre. Voilà.
Et donc comment j'ai commencé? Encore une fois les rencontres. Voilà, tu vois, la beauté des rencontres avec un ami qui était aussi dans l'immobilier. On se dit, on aimerait faire un événement. Donc cet ami avait à disposition un endroit à côté de Paris où il pouvait faire des événements. Et on s'est dit, on va faire un événement gratuit. On va contacter des personnes sur Instagram, etc., qu'on suit de près, de loin, etc. Et on va leur dire, on vous invite gratuitement, on vous paye tout. Vous venez sur place, et puis on se fait une sorte de petit mastermind, entre guillemets. Donc moi j'avais mon expérience dans l'IMO, mon expérience dans les assurances, lui avait son expérience dans l'IMO également. Et on s'est dit, si vous voulez, c'est sympa de faire un petit mastermind sur 2-3 jours dans ce lieu où vous pouvez être logé sur place gratuitement, encore une fois. Et on se rencontre, on discute et tout. C'est vraiment en mode bonne ambiance, quoi. Et donc on fait ça, et ça marche. Les gens nous répondent, des gens qui avaient une audience sur les réseaux, etc., qu'on ne connaissait pas du tout, hein, vraiment, on n'était rien du tout. On les contacte, et puis on se rejoint, surtout à une dizaine. On leur dit, vous avez droit à un +1, amenez un ami à vous qui est intéressant. Et tu vois, ça fait cette émulation-là, et ça, on passe vraiment 3 jours incroyables. J'en rigole de malade, enfin, tu vois, on s'entend super bien, on passe un super moment. Mais au-delà de ça, je rencontre plusieurs personnes qui sont du coup dans le online. Et dont une personne que je remercie au passage, parce qu'il me remarque, il me regarde probablement, et que je remercie régulièrement, qui m'a aidé du coup là-dessus, parce que lui avait un business en ligne. Et je voyais qu'il gagnait de l'argent, il gagnait, je ne sais plus à l'époque, 7 à 10 000 euros par mois sur Internet. Donc moi j'avais déjà gagné ces sommes-là, mais en bossant beaucoup. Parce que les assurances, c'était du taf de malade. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et lui m'expliquait tout, ça me paraissait compliqué, il vendait, donc il faisait de l'affiliation, je disais ok c'est intéressant. Et en revenant de cet événement-là, je garde le contact avec lui et je lui dis franchement c'est hyper intéressant, il m'a aidé gratuitement comme ça, il m'a donné des petits conseils, etc. Donc j'ai commencé à lancer un peu d'affiliation, ça a marché un petit peu, pas vraiment énormément pour être honnête. Et puis au fur et à mesure, je continue à faire de l'IMO et tout, et puis je commence un peu aussi à voyager, je pars en Asie, je rencontre d'autres personnes aussi également sur Bangkok, qui sont entrepreneurs sur Internet, pareil très sympa, qui me donnent des conseils, qui me montrent, et franchement je suis assez choqué de la gentillesse et de la générosité des gens qui vont te donner des conseils gratuitement, et ça peu de gens s'en rendent compte. Les gens sous-estiment à quel point, souvent d'ailleurs, tu vois, typiquement il y en a plein qui disent mais tu vends des formations. Tu veux pas donner gratuitement, ouais. Alors déjà ça, ou qui disent ouais, tu dis que tu es déjà multimillionnaire, mais si c'était vrai, tu ferais pas des vidéos sur YouTube. Mais enfin, les gens sous-estiment à quel point on peut prendre plaisir à partager et à quel point on peut se nourrir de ça. C'est exactement ce que je te dis. Exactement. D'avoir le point de vue de quelqu'un qui débute, ça vient, le pas fait de l'aider, de le mentorer, ça vient renforcer nos connaissances, ça vient nous réfléchir aussi à notre parcours, comment on a fait les choses, ça nous aide à nous structurer. Et puis c'est un vrai plaisir en fait, de transmettre, qui plus est. Et puis c'est un business, enfin, je veux dire. Derrière, ça peut donner lieu à des associations, tu vois, sur le long terme. Moi c'est mon cas, Tu plantes des petits arbres, tu vois, tu plantes des petites graines qui vont donner de beaux arbres, où potentiellement, peut-être un jour, tu pourras en récolter les fruits. Tout à fait. Et en fait, ce qui est ouf aussi par rapport à ça, c'est que, tu vois, j'ai perdu ce que je voulais dire. J'allais dire un truc. Punaise. D'ailleurs, tu parlais de la générosité, donc. Oui, la générosité. Oui, voilà, oui. Et puis surtout, voilà, c'est un business, et c'est aussi stupide de dire ça que de dire à tout entrepreneur milliardaire, mais t'es milliardaire, pourquoi tu continues de faire ton business? T'es bête. Mais non, mais en fait, la réalité c'est qu'on fait ça parce qu'on aime bien aussi ce qu'on fait, et puis tu vas pas rien faire, tu vas pas rester sur la plage à boire des burritos toute ta vie. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Enfin, toi et moi, je pense qu'on pourrait tous les deux tout arrêter, fermer les ordis et dire ok, allez, on reste à l'île Maurice, tu vois, et on se pose sur la plage. Mais c'est affreux quoi. Quand tu es entrepreneur et que tu as fait ça, c'est que tu as une âme aussi de travail, d'envie de faire des choses. Tu peux pas rester à rien faire, c'est pas possible. Même si j'adore parfois rien faire pendant une demi-journée, j'en ai marre, tu vois, ça me suffit, et j'adore, ça me passionne, et j'adore partager. Et au-delà de ça, c'est un business, il n'y a aucun mal à faire du business, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur machin, c'est juste 2.0, on est juste, voilà, à l'époque, il y a 30 ans, on aurait fait probablement autre chose, et c'est juste qu'aujourd'hui, on utilise les outils actuels, tu vois. Et clairement, donc voilà, la générosité, je suis choqué de ça, de voir à quel point les gens sont sympas, partagent leurs connaissances, etc. Et du coup, je me questionne, je me dis, ça marche pas très bien, l'affiliation, il y a toujours mon business dans l'assurance qui tourne, j'ai mon IMO qui tourne, etc. Je continue d'acheter. Je me dis, bon, ma vraie passion, c'est l'immobilier. Donc, je serais bête de ne pas faire un business sur ton IMO. Et c'est là où c'est bien intéressant, c'est que je n'ai pas fait de la formation pour commencer. Parce que je me disais, ok, formation, j'étais un peu bête, je me disais, il y en a déjà beaucoup qui le font, ou voilà, pourquoi faire ça? Et en fait, à l'époque, quand j'ai commencé l'IMO, j'ai toujours été un peu geek et j'avais créé un petit logiciel sur Excel où j'avais fait des formules assez complexes, avancées, où en fait ça permettait du coup d'analyser un projet en 2 clics. Enfin, ça permet toujours, il existe toujours ce logiciel. En gros, tu mets les données de ton bien et ça te dit s'il est rentable ou pas. Et surtout, ça te fait des calculs de rentabilité, de fiscalité avec la SCLIS, avec la SAS, avec en IR, avec la location meublée, la location nue, etc. En gros, tu peux faire une sorte de simulation et exporter ça en dossier bancaire pour la banque. Voilà, en gros, j'ai fait ça sur Excel.
Donc c'était très basique, mais c'était un Excel quand même assez poussé. Et je me suis dit, bah, ça pourrait beaucoup plaire parce que tous mes amis me le demandaient ce tableau, tu vois. Et je me suis dit, ok, je vais payer un développeur, on va développer ça en tant que logiciel et on va vendre ça. Et donc moi j'avais une petite audience de 1500 personnes, je pense, sur Insta, c'était très petit. Et je me suis dit, bah, je vais faire une page de vente et je vais mettre en vente. Je mets en vente le logiciel et ça cartonne. Enfin, en tout cas pour moi à l'époque ça cartonne, je fais plusieurs milliers d'euros en quelques jours. Je me dis, waouh, incroyable. Franchement, puis c'est que du profit du coup parce que c'était sur Instagram. J'ai un ami aussi. Comment d'ailleurs tu mets une page de vente? Tu Ouais. fais de la pub derrière? Tu fais juste Non, des là, stories Instagram story Instagram et j'ai un ami qui en fait la promotion et qui touche une commission. Voilà. Très simple, vraiment, on commence comme ça. Lui aussi avait une audience un peu plus grosse que la mienne et du coup on fait des ventes tous les deux sur ce produit-là. Je lui reverse des commissions. Et donc, impeccable, je me dis, je fais plusieurs milliers d'euros, c'est incroyable. Après, j'avais l'expérience sur les ads parce que j'avais fait des publicités grâce à l'affiliation. Je me dis, allez, let's go, je fais des ads, je lance. Pareil, ça cartonne, ça explose en termes de retour sur investissement, c'est incroyable. Et du coup, je me dis, waouh, c'est ouf. J'ai ce logiciel-là que je vendais à l'époque 67 et que j'ai monté au fur et à mesure, après que je l'ai développé, etc., avec l'application, etc., à 147 euros, avec une formation gratuite avec. C'était un one shot? One shot, pas d'abonnement, lifetime. Okay. Tous les gens qui l'ont ont toujours accès, le logiciel est toujours là, tout est toujours accessible, tu vois. Et je le vends encore tous les jours ce logiciel, hein. C'est vraiment un best-seller. C'est en abonnement? Non, parce que pour moi justement la différenciation c'était un paiement one shot. Et après tu vois j'ai transformé ce produit en produit d'appel. Voilà. C'est pour ça que je l'ai gardé comme ça. Pour rentabiliser mes pubs et tout, donc je faisais des pubs dessus. Et après en fait donc j'avais inclus une formation avec, qui était une formation qui durait 1 heure, qui était sur comment trouver des bonnes affaires. En gros comment analyser, comment utiliser le logiciel, c'est une sorte de tuto, etc. Donc ça je le fais. Et puis là, je commence à recevoir des mails et tout de personnes qui me disent « Ouais, j'ai kiffé le logiciel, mais j'ai surtout adoré la formation, j'ai bien aimé quand tu parles de ça, etc. etc. Est-ce que tu pourrais détailler comment tu as trouvé ce bien-là? Parce que je donnais des exemples de mes biens dedans, etc. » C'est un truc que j'ai fait vraiment vite fait, hein. La formation n'était pas très poussée. Et vu qu'elle a été offerte, je me suis dit « Bon, ça dure 1 heure, je vais faire un truc de pro, quoi. Je vais faire quelque chose de bien, qui est évidemment complet, mais voilà, c'était offert, je voulais pas, pour le prix en plus, bon, c'était déjà donné 147 euros un logiciel avec une formation. Pas déconner, tu vois. Et donc je commence à développer d'autres produits autour, un dossier bancaire, etc. Pareil, que je vends en milliers d'exemplaires, le logiciel pareil. Et on commence à me demander une formation. Donc je crée une petite formation sur comment trouver des bonnes affaires, je développe un peu plus ça. Pareil, ça cartonne. Toute l'audience qui a acheté le logiciel, il y a une bonne partie qui rachète cette formation. Je me dis, il y a un truc à faire, tu vois, c'est intéressant. Et c'est là où je finis par m'associer avec un de mes haters Instagram. J'ai fait le lien avec une petite histoire. Parce qu'en fait, je reçois du coup un message, je fais une publicité sur Instagram d'une personne qui me dit ouais, avec un ton un peu suspicieux, tu vois, ouais, ton logiciel, est-ce qu'il fait ça, est-ce qu'il fait ci, tu sais, un peu en mode, bon, un peu, pas méchant, pas insulte, ouais, pas du tout, c'est ça que j'exagère, les haters, Marc, je t'embrasse, t'es pas haters, mais en tout cas, il titille, quoi. Il commence à dire, mais il a raison, parce qu'en soi, il pose des questions qui sont techniques, je vois que la personne est vraiment calée, bon, je me dis, ok, ouais, il veut essayer de voir, de gratter, voir si en fait, je suis pas un escroc, tu vois, je comprends, et je lui réponds, je fais un vocal, tu vois, parce que c'était moi qui gérais tout à l'époque, donc je pouvais répondre, je fais un vocal, je lui dis, ouais, il y a ça et tout. Et il fait, ah ok, trop cool et tout, ah c'est marrant, et puis du coup, il devient tout de suite sympa, tu vois. Et on commence à parler, et du coup, je dis, toi tu fais quoi? Il me dit, bah moi je fais de l'achat-revente, je fais du marchand de biens, etc. Je dis, ok, c'est cool et tout, et puis on parle sur plusieurs semaines, etc. On discute en temps et tout. Et puis il finit par acheter le logiciel, tu vois, c'est assez drôle, donc il finit par acheter, il me dit, ah vraiment bien, et il est content et tout, c'est vraiment quali, il me fait même une petite vidéo et tout, pour un mode témoignage, donc vraiment cool. Et puis au final, je le suis sur Insta, je vois ce qu'il poste, il montre ce qu'il fait en achat-revente, et je vois vraiment des plus-values incroyables. Genre je vois vraiment des opérations, moi je fais pas d'achat-revente, je fais de l'immeuble, donc je vois ces opérations, je me dis waouh, il fait des 40, 50 000, 60 000 euros de plus-value sur un projet qui lui prend 1 mois, 2 mois, tu vois. Donc je me dis ok, vraiment intéressant. Et je me dis ok, moi je commence à faire un peu aussi le chieur, tu vois, et je lui pose des questions pour voir où ça en est, et je me dis si tu veux, enfin je lui dis, si tu veux, lui il est à Paris, je lui dis je monte te voir. Et il me dit ok, viens à la maison, pas de problème, on vient un week-end et tout. Et donc j'y vais, et au final il me fait visiter les biens qu'il avait en revente, il me montre les actes et tout, donc je peux vérifier aussi que c'est pas du flan, tu vois. Et on va visiter vraiment, et en fait on se dit let's go faire une formation qui combine l'immeuble de rapport et l'achat-revente dans un seul même programme qui va avoir pour but de faire en sorte que les gens puissent en vivre à 100%. Que ce soit du locatif ou de l'achat-revente, et surtout les deux combinés, parce que les deux pour moi sont parfaitement complémentaires. Et donc on passe le week-end à filmer, il y a encore les vidéos qui sont sur la formation d'ailleurs, on filme les projets qui étaient en revente, c'est des biens qui sont évidemment revendus depuis, et on tourne du coup une partie de la formation, puis le reste par la suite, etc. Et on lance du coup cette fameuse formation qui est aujourd'hui un accompagnement qui a pour but du coup d'accompagner des débutants à créer une activité dans l'immobilier dans le but d'en vivre, de devenir vraiment professionnel avec le métier de marchand de biens et le métier de loueur professionnel du coup sur des immeubles de rapport. Et donc voilà, c'est... En termes de typologie de public, ça s'adresse à quel, tu vois, est-ce que c'est vraiment à tous les débutants? On a des débutants complets, on a beaucoup de personnes ici qui ont déjà acheté 1 ou 2 biens, en Pinel ou un petit peu comme ça. On a des gens, on a vraiment de tout, on a des chefs d'entreprise qui ont vendu des boîtes plusieurs millions, on a des personnes qui sont salariées avec Je crois que tu as des dizaines de témoignages sur ta chaîne.
Sur la chaîne, on a une centaine de vidéos études de cas où je me rends chez les clients. Ce n'est pas des témoignages facecam, vraiment, je suis allé chez les clients, on a visité leur projet, on a filmé avec une équipe professionnelle le projet, les chiffres, etc. On reprend tout, on met tout à plat et on analyse et on fait vraiment une vraie étude de cas. En description de la vidéo. C'est assez marrant, les gens aiment bien regarder parce que c'est un peu distrayant, quoi. C'est un peu divertissant. Oui, c'est en fin de compte des vraiment cas concrets qui sont pris. Ouais. Ok, excellent. Au total, sur tout ce qu'on a, tous les programmes qu'on a, on a plus de 10 000 clients aujourd'hui. Et là, sur la consommation, on a accompagné plusieurs milliers de clients aussi, donc ça commence à être conséquent. Et on a aussi du coup, beaucoup de vidéos et on a vraiment tout axé sur la réussite parce que le raisonnement que j'ai eu à l'époque, tout comme le logiciel où j'avais beaucoup de bons retours, la formation, souvent, c'est une image qui n'est pas top parce que c'est souvent compliqué, etc. Il n'y a souvent pas de suivi, pas d'accompagnement. Et moi, je me suis dit, je vais faire l'inverse. Je vais vendre ça, oui, plus cher que ce qui se vendait sur le marché, pas de problème. Et j'assume totalement et j'ai aucun problème à vendre cher. Et toi aussi, je sais que tu vends plus cher que la moyenne. Et il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est très bien parce qu'en échange, on fournit un programme qui est à mon sens de bien meilleure qualité que ce qui se fait ailleurs, les résultats en témoignent, et surtout un accompagnement, parce que c'est là où la différence se fait à mon sens, c'est d'avoir un suivi. Aujourd'hui on a des équipes qui le font, on a nous aussi qui le faisons encore au quotidien, on répond aux questions, on fait des lives toutes les semaines, et on accompagne vraiment nos élèves, et c'est pour ça qu'on a eu autant de réussite. Et en fait dès que j'ai pu, je me suis dit, ok, au-delà des réussites, on veut aller les filmer et les montrer pour les potentiels clients derrière et que, on va pas se mentir, ça crée de la confiance et je sais que c'est beaucoup plus simple de vendre une formation à ce prix-là quand tu as 100 vidéos qui montrent que oui, ça marchait. Tu vois. Quand tu n'as rien, tu dis oui, t'inquiète pas, ça marchera aussi pour toi comme ça a marché pour moi. Entre parenthèses, je te donne aucune preuve et tiens, fais-moi confiance sur parole. Tu vois. Non, nous en plus sur les vidéos de mes projets de Sunmark, on montre les actes authentiques de notaire, on montre les chiffres, achat, revente, on montre tout. On essaie d'être le plus transparent possible par rapport à ça et on essaie de faire de même pour nos élèves parce qu'encore une fois que nous on a réussi, Marc il a fait plus de 4,5 millions d'euros en immobilier, en achat-revente, c'est cool, mais en fait en réalité on s'en fiche un peu. Ce qui compte c'est est-ce que les gens qui ont suivi nos conseils, eux ont réussi. C'est ça le plus important. Et donc voilà pourquoi on a pris cet angle-là sur la formation et puis je suis passé un peu vite mais de fil en aiguille on a créé ce programme qui a vraiment eu beaucoup de succès et qui en a toujours aujourd'hui et on continue comme ça sur cette lancée. Au final, le reste a pris un peu moins de place. Donc il y a une partie formation et une partie accompagnement aussi. Alors c'est une formation avec accompagnement, c'est tout dans la même offre. Voilà, on a des lives en petits groupes, une session de live, une série de lives que les élèves peuvent déclencher quand ils le souhaitent. On a du suivi avec des référents via WhatsApp, 6 jours sur 7. Donc tu peux poser ta question, tu as ta réponse. Si le référent n'a pas, le référent c'est une personne qui est vraiment experte, qui a vraiment un vrai niveau d'immobilier, je réponds moi personnellement si l'enfant n'a pas la réponse, et tu as aussi accès à moi en direct via des consultations, donc tu me poses ta question à l'écrit et moi je réponds à 100% des questions en illimité en vidéo. C'est-à-dire que tu posais 1000 questions si tu souhaites, bon, heureusement il n'y en a pas qui le font sinon ce serait compliqué, mais tu posais 1000 questions si tu le souhaites, je te répondrai en vidéo systématiquement. Toutes les semaines je fais 1 à 2 sessions de réponse aux questions et je réponds à toutes les questions d'un coup. Ça me prend parfois plusieurs heures, parfois une demi-heure, ça dépend des questions et de la rapidité, et j'analyse également avec eux leur projet. Donc par exemple s'ils me disent là j'ai cet immeuble, typiquement tu disais tout à l'heure c'est trop beau pour être vrai, ça arrive souvent, des personnes qui me montrent un projet, me disent ah je crains un peu sur ce projet, je sais pas trop, et donc ils me mettent tous les chiffres, les photos et tout, et moi je leur dis ouais effectivement attention à ça, là il y a un loup ici, fais attention. Et donc c'est l'apport de valeur est effectivement c'est conséquent dans le sens où à la fois je veux dire alors, attention, il n'y a pas d'affiliation du coup que ce soit, c'est très spontané ce que je dis, mais je vois très bien effectivement en ayant accès à toi, en ayant accès aux membres de tes équipes, le coût d'opportunité de louper un truc, ou à l'inverse, d'aller sur quelque chose au final où c'est moisi ou qu'il y a un loup qu'ils n'ont pas vu, ça coûtera beaucoup plus cher. La perte potentielle qu'ils évitent. C'est un bon point que tu fais parce que la réalité c'est que ce que j'aime bien dire c'est qu'on a aidé plus de personnes à ne pas aller sur des projets que des personnes à aller sur des bons projets. C'est-à-dire qu'on a vraiment évité des catastrophes à beaucoup de personnes. Des personnes qui rentrent dans la formation et qui étaient sur un projet avant de rentrer et qui me disent voilà, là c'est un truc que je suis en train de signer là, ils me mettent le truc, on leur dit envoie quand même Baptiste, le référent il lui dit envoie quand même Baptiste le projet avant de signer. Et je leur dis non mais là il va surtout pas. Typiquement des divisions qui sont mal faites, je leur dis non, arrête. Et le nombre de personnes qui me disent merci, merci, heureusement que j'ai rejoint, parce que juste ça, d'avoir évité cette affaire-là, ça vaut le coup de la formation. Tu vois, au-delà des conseils. En plus de ça, je veux dire, il y a des conséquences qui passent seulement d'un point de vue argent. Ouais. En fait, c'est des conséquences sur privé. Les vies. Après, derrière, je veux dire, c'est un truc qui te bouffe en termes de vie de famille, avec ton conjoint. Qui t'empêche de faire d'autres opérations, qui et inversement t'empêche de changer si tu es salarié, dire bah non je vais pas démissionner et changer de boulot parce que j'ai cette opération là qui me prend de l'argent, je peux pas me permettre de faire ça.
Donc, enfin, effectivement, le coût d'éviter L'erreur, elle est énorme. une erreur comme ça est phénoménal parce que c'est vraiment des trucs qui peuvent couper les ailes dès le début. Et à l'inverse, le petit conseil tout bête pour nous peut avoir une valeur énorme. Je prends l'exemple d'un élève que je suis allé voir il y a 2 mois en Bourgogne. Bah, lui, en fait, il a acheté une maison incroyable, une petite maison, il a super bien négocié, 60 000 euros. Il a fait les travaux lui-même pour le coup. Lui, c'est ce qu'il a choisi de faire. En général, les élèves font plutôt appel aux entreprises, mais lui est très bricoleur, il a fait lui-même. Et c'est un bien qui lui revient. Alors, il revient à 82 000 euros et il le revend 191 000. Donc, il fait un truc comme ça. En gros, il fait 109 000 euros de plus-value. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. À la base, il voulait le revendre, donc il a vendu 191, un truc comme ça. Il voulait le revendre 180 ou 175 000, et on lui a dit non, pousse plus haut le prix. Il l'a fait, en 2 jours c'était vendu. Okay. Et c'est un bien que, même s'il avait fait faire les travaux, là il a gagné 109 000 euros, ce qui est, c'est une personne qui travaille à temps partiel, qui travaille chez Michelin. Voilà, c'est l'équivalent de peut-être. C'est plusieurs années de oui, salaire, quoi. Et d'épargne, je pense. C'est ouais, une vie d'épargne quasiment, tu vois. Voire, enfin, en tout cas, peut-être pas une vie d'épargne, mais en tout cas, des décennies d'épargne, tu vois. Ça, c'est hyper important. Tout à fait. C'est un très bon point. Voilà. Sur les plus-values, les gens. On parle pas en salaire. Voilà, c'est vrai que les gens souvent ils ne raisonnent pas en année d'épargne. Non. C'est une erreur. D'ailleurs, ce qui arrive tu vois, dans les cryptos, Ouais. les gens ils ont des sommes phénoménales Ouais. et ils ne prennent pas sans penser aux années combien ça d'épargne, représente, en mais fait, oui. que ça représente. Enfin, c'est potentiellement, effectivement. L'épargne moyenne française, Pas c'est 70 euros par mois, je crois. C'est un truc comme ça. Bah, les gens épargnent. Et pourtant, on est dans les meilleurs dans le monde. Hein. Oui, c'est vrai On qu'ils a meilleur. sont très, Aux US, ça va être moins 200, je pense. Ah ouais, Ils s'en aident tous les mois, tu vois. Et tu vois, donc juste un petit truc comme ça. Alors lui, il a fait les travaux lui-même. S'il avait fait faire les travaux, il n'aurait pas touché 109 000, il aurait été touché 70, tu vois. C'est énorme, tu vois, pour lui. Enfin, là, il quitte son travail, ça change sa vie. Et on a plein comme ça. Moi, j'ai rencontré du coup sa famille, ses enfants et tout. On allait manger au resto ensemble quand on a fait les vidéos. Enfin, c'est des moments qui sont incroyables. Tu vois, tu parlais de plaisir. Moi, faire les vidéos, j'adore, tu vois, sincèrement. Et moi, le truc où le matin, je me réveille et je suis content, c'est quand je vais faire une étude de cas. Parce que je sais que j'ai passé une bonne journée. Tu prends une dose de positivité qui est incroyable. En plus, on passe vraiment, on va déjeuner avec eux, on les invite au restaurant, etc. Enfin, c'est un bon moment, quoi, tu vois. Et c'est un kiff. Tu passes une bonne journée, tu sais que tu prends plein d'ondes positives. C'est très égoïste, mais au final, voilà, on kiffe bien, tu vois. Et ça, c'est vraiment trop cool. Et donc, tu vois, donc, des petits conseils comme ça également, au-delà d'éviter le risque, ça te fait aussi booster ta rentabilité, booster tes revenus très facilement. Parce que nous, quand tu as fait des dizaines d'achats-reventes comme Marc, il sait en fait. Il a vu le projet, il dit non, mets-le à ce prix-là, ça partira, tu verras. 3 jours et c'est parti. S'il avait mis 20 000 euros de moins, ça serait parti aussi en 3 jours. Ouais, c'est clair. Voilà, t'as compris. Avant de continuer, petite interruption. Si vous appréciez ce contenu, je vous remercie de liker la vidéo, de dire ce que vous appréciez en commentaire, peut-être de partager vos propres expériences, notamment dans l'immobilier ou autres sujets, parce qu'on a abordé beaucoup de choses dans cette vidéo. Et puis, de partager la vidéo auprès de vos amis investisseurs et entrepreneurs. Merci pour ça. On a parlé de la partie business en ligne, ouais. Mais tu as aussi fait des joint ventures. Alors ça c'est une partie hyper intéressante, j'ai mon ami Rémi Truchin-Barren qui fait ces choses-là aussi. Salut Rémi si tu passes par là. Et est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as commencé à ce niveau-là? Parce que ça aussi c'est hyper passionnant en termes de, je trouve, d'intelligence qu'il y a sur le fait de capitaliser sur ce que tu as déjà créé pour encore créer de la valeur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, déjà pour préciser ce qu'est Joint Ventures, je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas vraiment ce que c'est de l'association, la prise de participation, on va dire, dans des entreprises. Ça, c'est une activité que j'ai lancée il y a maintenant, ça va faire 3 ans, plus de 3 ans. En fait, voilà, je faisais toujours un peu à côté de ce que je faisais, un peu de consulting, de conseils pour des personnes sur le marketing, etc. Parce que je prends vraiment du plaisir là-dedans. Enfin, ça rapporte un peu d'argent, mais c'était plus un plaisir, tu vois. Et au final, le raisonnement que j'ai eu, c'est de me dire, ok, vu ce que j'ai créé sur mon écosystème immobilier, formation, etc., plus expérience entrepreneuriale, expérience immobilier, j'aimerais bien mixer tout ça parce que j'ai 2 passions dans l'entrepreneuriat, c'est l'investissement, vraiment, et le business, marketing, business, etc. Pourquoi pas mixer les deux et faire l'investissement mixé au business, tu vois, parce que l'immobilier, ça me passionne, mais j'ai aussi envie de toucher à d'autres choses, et du coup, j'ai eu ce raisonnement-là de me dire, ok, comment je pourrais faire? Et donc, j'ai pris des participations dans différentes entreprises. Alors, comme je disais avant, du coup, je ne vais pas forcément citer lesquelles, mais en tout cas, j'ai investi soit de l'argent, soit
du conseil, on va dire, De l'expertise. de l'expertise, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, ou parfois les deux. Hein. Dans des entreprises, ça peut être des startups, ça peut être des logiciels, ça peut être des entreprises de services. J'ai déjà revendu plusieurs fois, du coup, au départ, avec des fortes plus-values, du coup, à chaque fois. Et je continue de le faire, où j'ai des boîtes avec des plus-values latentes qui sont également importantes, ou qui me génèrent également un revenu qui est important. Alors, comment... Des dividendes. Des dividendes. Quand je parle de revenus, je parle de dividendes, exactement. Comment j'ai structuré ça en fait effectivement, j'essaie de trouver des convergences par rapport à mes expertises qui vont être aujourd'hui, au final, sur la partie entrepreneuriat, ça va être la partie marketing, la partie optimisation. Et en fait, très concrètement, je vais m'associer avec des personnes qui ont une compétence que je n'ai pas forcément. Je vais apporter la mienne, qui est donc la création de systèmes, parce que forcément, avec ce qu'on a créé, avec plus de 10 000 élèves, etc., il y a beaucoup de personnes qui savent que ça fonctionne très bien pour nous, ont vu également d'autres entreprises que j'ai cofondées qui ont très bien fonctionné et me disent ok, j'aimerais bien que tu t'associes avec moi pour m'aider sur cette partie-là, parce que moi, par exemple, j'ai une expertise métier, j'ai une expertise sur mon marché, j'ai déjà peut-être une base de clients aussi, peut-être déjà une communauté, une base de clients. Par contre, j'aimerais bien la maximiser en fait, cette communauté, cette expertise, pour gagner le plus possible. Et moi, je viens apporter ça et je vais leur expliquer comment bien créer ton offre, comment faire le marketing. Je vais le faire même pour eux en fait. Je vais créer l'offre, créer tout ça, gérer toute la partie publicité, parce que nous on a fait énormément de nos clients via la publicité en ligne. Hein. Si vous regardez sur Instagram, sur YouTube, on est tout petit, on n'a pas beaucoup d'abonnés et c'est pas du tout le focus qu'on a eu, puisque on a touché des dizaines de millions de Français via la publicité. Et pour nous, c'est vraiment le gros du marché, parce que la plupart des gens ne regardent pas YouTube, ne vont pas aller chercher sur YouTube quand ils veulent s'intéresser à un sujet. Et nous, on s'est vraiment adressé à des gens qui ne s'intéressaient pas à l'immobilier de base. Tu vois, c'est facile d'aller faire des vidéos sur l'immobilier et de toucher des gens qui s'intéressent déjà. C'est plus simple, mais c'est plus petit. Alors que sur la publicité, tu vas toucher des gens qui ne savent rien de l'immobilier, qui partent de zéro et qui vont venir découvrir l'immobilier grâce à toi. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a réussi à faire sur la partie immobilière. Et donc, je vais apporter ça sur d'autres entreprises. Ça peut être des SaaS, je l'ai fait sur un logiciel, je l'ai fait sur des boîtes qui font de la formation, du conseil, etc. Et du coup, apporter finalement toute cette structure là-dessus. Alors, ça me fait penser un peu à ce que fait, enfin, pas qu'un peu, Tougan. Ouais, ok. Ouais. Et car, forcément maintenant, mais en tout cas, il a eu cette approche aussi. Ok, ouais, association. C'est smart hein, d'apporter au final ton expertise versus un départ. Ouais. Voilà. C'est une bonne manière de faire un effet de levier au final sur ses compétences. Clairement. Et, de toute façon, là tu en reparles, hein, mais effectivement, les compétences marketing, ça a une valeur. savoir, ça c'est vraiment un truc transversal. Ah c'est sûr, parce que l'immobilier c'est du marketing hein, au final. Alors, moi je le trouve aussi, hein, tu vois, ça reste du marketing, ça reste du système de marketing. Comme la compétence d'investissement, pour moi la compétence marketing c'est une compétence qui est utile sur, alors peut-être pas autant que l'investissement sur toutes les tranches de sa vie, mais de savoir vendre, en tout cas quel que soit le business, quelle que soit l'activité, c'est un truc qui est utile. C'est ça, et puis c'est très rare au final. Très peu de personnes le maîtrisent vraiment bien. Et au-delà de la vente et du marketing, pour moi c'est avant tout de la psychologie. Et comprendre la psychologie humaine, ça pour le coup, ça te sert sur tous les aspects de ta vie, vraiment. Donc ça c'est vraiment important. Et après, je voulais juste revenir sur un point sur cette partie association. Le risque de ça, en fait, c'est pas forcément financier parce que c'est pas forcément le problème en fait. C'est plutôt le choix des projets. Et aujourd'hui, je pense que toi aussi, tu es très sollicité. Enfin, moi, je reçois beaucoup de sollicitations de personnes qui me disent voilà, j'ai ce projet-là, etc. C'est comme pour les startups. Au final, si le projet n'est pas lancé ou que je vois pas de potentiel et qu'il n'y a pas de traction, je vais pas y aller. Tu vois. Donc, je reçois pas mal de sollicitations, j'observe, je refuse 99% des sollicitations sur ce business-là parce que pour moi, c'est encore plus risqué que de mettre de l'argent. Je préfère mettre quelques milliers d'euros dans une startup et me dire oui, et puis ça marche pas, que de mettre, parce que j'investis beaucoup de temps, hein, c'est pas juste on s'appelle une fois par semaine et je te dis vas-y fais ça. Non, c'est vraiment la conception. Moi je mets à dispo mes équipes aussi. Tu vois, j'ai des équipes, je les mets à dispo pour la création de certains éléments du business qui vont rapporter des millions d'euros, tu vois. Donc c'est pas rien, tu vois. Et je veux pas prendre le risque de le faire pour un business qui n'a pas de potentiel. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment un gros arbitrage et ça m'entraîne aussi beaucoup dans la partie analyse, cette partie-là. Parce que le temps, au final, quand tu arrives à un certain niveau, le temps vaut plus que l'argent. Clairement, et je pense que tu partages ça aussi. Ça me fait penser aussi, tu vois, à ce que fait The Quest. J'avais partagé l'opportunité d'investissement il y a je crois que c'était début d'année. Okay. Où typiquement, eux, ils ont créé un incubateur pour lancer comme ça des startups, des boîtes avec intéressant. Okay. Des drop-outs, tu vois, des jeunes qui ont arrêté les études, mais à haut potentiel, quoi. Bon voilà, je vais organiser intéressant, je ne connais pas du tout, je vais voir. Okay. Investir dedans, parce qu'ils ont lancé en fait un fonds. Je t'en parle parce que je me dis que ça peut peut-être te nourrir en termes d'idées. Ouais, clairement. Et pour avoir un impact plus important, ils ont levé de l'argent. Ouais, bien sûr. Ils ont fait un fonds. Et on devient automatiquement actionnaire. De toutes les boîtes. De toutes les boîtes. Ah, c'est bien. Intéressant. Donc, sur le fonds qui a été levé, il y a 20 boîtes
qui vont propulser. Ok. Et alors c'était génial parce qu'avec un seul ticket, tu t'exposais à C'est simple, quoi. En plus, d'un point de vue gestion, c'est quand même top. Et voilà, juste je l'évoque parce que moi j'avais kiffé de présenter ça. Ouais. C'est pas mal, je connais pas, j'irai voir. Okay. À ma communauté. Trop bien. Et tu vois, voilà, peut-être que ça peut être une idée, toi, à un moment donné, de dire bah, tiens, je crée au final un fonds d'investissement pour booster et venir nourrir aussi en termes de capital les business que tu accompagnes. Clairement. Après, nous, on bosse beaucoup sur des business à faible capital, à faible besoin capitalistique, tu vois, faible besoin de fonds de roulement, le vrai terme c'est ça. Donc, bon, là-dessus, on est assez. Il n'y a pas forcément besoin. Ouais, enfin, je me suis expliqué l'autre fois, bon, je t'ai donné les chiffres et tout, mais non, j'ai lancé une boîte, j'ai cofondé une boîte, avec 1000 euros, on a fait des millions, tu vois. Et puis pas qu'une, plusieurs en fait. Là, je me suis noté ça sur ma petite liste, mais j'ai plusieurs business que j'ai cofondés ou lesquels j'ai fait du joint ventures qui ont fait plusieurs millions la première année, tu vois. Plusieurs. Et en partant de zéro, en partant de rien. Plusieurs entreprises ont fait ça, en termes de valo, tu sais ce que ça veut dire, et en termes de cash flow aussi, tu vois, et on ne parle pas de boîtes qui ne font pas de profit, tu vois, on parle de boîtes qui font du profit de manière assez importante. Donc voilà, ça a une valeur qui est vraiment importante. En fait, cette accélération-là, marketing, elle est énorme parce qu'en fait, c'est un gain de temps. Encore une fois, tu peux tout faire tout seul, tu vois. Comme pour la formation, les gens disent, ouais, mais tu peux tout apprendre tout seul. Aucun problème, on peut tout apprendre tout seul. Internet, il y a absolument tout ce que tu veux. Et c'est d'ailleurs le cœur du problème. C'est qu'il y a trop de choses, il y a tout ce que tu veux, et il y a beaucoup de bêtises, il y a beaucoup d'erreurs, et en fait, la valeur d'avoir soit un associé, un advisor, ou alors d'avoir un formateur, c'est qu'il t'évite ces erreurs-là. Il va te dire les 99% des choses que tu vas voir sur Internet qui ne servent à rien et qui sont même contre-productives. En fait, pour moi, c'est ça le rôle d'un bon formateur, c'est pas de balancer de l'information comme ça. Bon, l'information, elle n'est pas très longue, elle est ultra synthétique. L'information réellement utile. Et surtout de rejeter et de dire ça ne le fait pas, ça ne le fait pas, ça ne le fait pas, ne perds pas de temps avec ça. Oublie tout ça, fais juste ça. Et franchement, ça a beaucoup de valeur parce que tu gagnes un temps. Et comme on disait tout à l'heure, tu évites des risques. Et pareil en entrepreneuriat, on parlait d'IMO, mais en entrepreneuriat, le risque, c'est de faire faillite en fait, c'est de plus pouvoir vivre aussi. C'est ça le risque. Tu lances une boîte, si elle n'est pas rentable dans les 2 premières années, compliqué, hein, tu vois, très compliqué. Alors, ok, tu as l'immobilier, business en ligne, les joint ventures, donc tu es jeune, tu n'as pas d'enfant. Non, pas encore. Tu es libre d'un point de vue géographique, voyage 6 mois dans l'année. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu fous encore en France? La question est bien directe, j'aime bien. Très bonne question. Pourquoi je suis. Alors c'est une vraie question, hein, c'est pas en mode défiance. Non, bien sûr, je suis totalement ouvert justement aux idées qui sont différentes des miennes. Ouais. Voilà. La question, en plus, qu'est-ce que tu penses de. J'ajoute à ta question qu'en plus. Ta perception de l'état de la France aujourd'hui. Ouais. Et pourquoi tu y restes en fait? Qu'est-ce que tu y trouves? Hyper intéressant. J'ajoute à ta question qu'en plus, ce qui pourrait être le cas, mais c'est pas le cas pour moi, heureusement, j'ai la chance d'avoir une famille qui est en bonne santé, qui n'a pas de problème, parce qu'il y a aussi cette dynamique-là qui peut aussi faire que certaines personnes sont obligées de rester, tu vois. Ouais. Et heureusement, je touche du bois encore une fois, tout va bien et c'est top. Donc vraiment, j'ai aucune barrière là-dessus et tu n'as même pas souhaité, c'est que je voyage déjà 6 mois par an. C'est que je passe déjà plus de 6 mois par an en dehors de France. C'est pas comme si j'étais très casanier, etc. Au contraire, j'adore voyager. Et donc, alors pourquoi je le fais? Plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est évidemment lié à mon activité. Immobilier, ça me demande d'être en France une partie du temps, mais je pourrais le faire en étant étranger parce que c'est ce que je fais déjà. D'ailleurs, au passage, c'est vrai que je voulais le souligner tout à l'heure et je ne l'ai pas fait. Pour beaucoup de mes immeubles, je les ai trouvés en étant pas sur place. Parce qu'en plus, aujourd'hui, je ne vis plus du tout là où j'achète. Et pour beaucoup, je les ai trouvés en étant à l'autre bout du monde. Donc tu vois, encore moins d'excuses pour les personnes qui sont sur place et qui, elles… sans visiter. Non, alors j'en ai fait 4-5, comme je disais, les appartements là en Ile-de-France, 600 000 € d'investissement, ce que j'ai noté ici, ça j'ai rien visité, j'ai rien vu, la plupart étaient loués, donc j'ai entièrement fait confiance à Marc qui les a visités pour le coup, mais moi je les ai pas vus, tu vois, mais sinon mes immeubles je les ai tous visités, voilà, évidemment. Mais j'ai beaucoup d'achats depuis l'étranger, donc en plus, tu vois, si tu es sur place c'est encore plus simple, tu vois. Et au-delà de ça, donc, je pourrais gérer en plus mon IMO à distance. Mais d'un point de vue financement, tu le sais, quand tu es en France, c'est quand même beaucoup plus simple. Là, j'ai créé toutes mes entreprises qui sont en France, j'ai un groupe qui est en France, etc. Ça me permettra encore de lever beaucoup d'argent à la banque. Et en fait, c'est ma manière pour moi aussi de rentabiliser, entre grosses guillemets, les impôts énormes que je paye sur toutes mes différentes activités. Donc comment je fais? Très simple pour les entrepreneurs, vous avez une boîte qui gère de l'argent, vous avez du cash, vous investissez une partie de ce cash et vous levez de l'argent auprès de la banque pour acheter des biens immobiliers. C'est une très bonne manière du coup de se créer un empire, moi j'appelle ça un empire immobilier, avoir beaucoup d'appartements que vous ne payez pas, qui se remboursent tout seul avec du coup un crédit qui est fait auprès de la banque, qui est super avantageux, qui permet du coup tous les mois d'avoir en plus un bénéfice qui reste dans votre poche. C'est quand même le cœur du sujet. Donc ça c'est le premier point. Pourquoi je suis resté en France jusqu'alors? Parce que j'ai pu bénéficier de cet effet de levier, j'en bénéficie encore et ça c'est un très bon point. Au-delà de ça, je voulais aussi garder une vraie liberté. Et pourquoi je parle de liberté? Parce que quand tu t'expatries,
ce que beaucoup ne voient pas avant de s'expatrier, c'est que c'est aussi une forme de contrainte qui t'oblige à ne pas passer par exemple un certain temps en France, ou alors à passer un certain nombre de temps dans le pays dans lequel tu vis. Et je ne voulais pas en fait me priver, de par le développement de tous mes business, de pouvoir revenir en France quand je le voulais. J'ai des amis qui comptent les jours, très clairement, j'en connais. Ils sont là, ils sont en France. Là on est, putain, je suis à 180 jours là, il faut que je fasse gaffe, tu vois. Même si voilà, il y a des règles, etc. qu'il faut. Je ne connais pas l'ampleur des règles, je suis pas beaucoup intéressé à ça, mais en tout cas je sais que certains comptent les jours. Moi j'ai pas envie de vivre ça, tu vois. Je veux maximiser ma liberté. Et comme pour tout, je suis prêt à payer un peu plus cher pour avoir un peu plus de confort, et jusqu'alors en tout cas, mon raisonnement change un petit peu actuellement, mais en tout cas j'étais prêt à payer un peu plus cher pour ne pas avoir cette prise de tête là, et j'ai toujours aussi une vision d'abondance, de me dire oui on paye beaucoup d'impôts, oui on paye tout ça, mais au final le plus simple, est-ce que c'est d'économiser 20-30% d'impôts, parce que quand tu optimises en France et que tu fais les choses correctement, tu peux payer, tu paieras jamais en dessous de 50% d'impôts. À l'étranger tu peux payer 0%, mais bon voilà, moi c'est pas des pays qui m'attirent très clairement, donc tu vas être à l'île Maurice, tu vas payer 15-20% d'impôts, un truc comme ça, donc tu vas économiser 30 points, ce qui est énorme, on est bien d'accord, mais moi je me suis toujours dit ok, autant gagner 2 fois plus, tu vois, plutôt que de me prendre la tête, de prendre des mois à déménager, à gérer tout ça, à me prendre la tête, à me dire est-ce que j'ai bien fait les choses dans les règles, etc. J'ai toujours la capacité de faire 2 fois plus de toute ma vie, tu vois. Aujourd'hui, je reviens un peu de ça parce que je me dis, ok, est-ce que j'ai envie de bosser toujours dur, autant, etc., toute ma vie? Peut-être pas, tu vois. Donc je reviens un peu de ça, mais je me suis toujours dit, bon, mon raisonnement c'est quoi? Oui, j'ai payé plus d'impôts, mais je peux lever de l'argent à la banque, donc je rentabilise entre guillemets cet argent. Et en plus de ça, la facilité pour moi, c'était toujours été de gagner plus plutôt qu'essayer d'économiser, de grappiller quelques pourcents sur mes impôts. Voilà, ça a été mon raisonnement. Aujourd'hui, ça change, et là je viens et je te rejoins là-dessus, parce que là, moi, je suis installé dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur. J'ai la chance d'être dans un endroit, enfin j'ai la chance, pas prendre la chance, mais je suis dans un endroit qui est incroyable. Comme je te disais, je suis le deuxième, je suis le plus jeune de la résidence et le deuxième plus jeune, avec ma compagne. Le deuxième plus jeune, il a 50 ans, tu vois. C'est une résidence de vieux, très clairement, mais c'est pas grave, c'est super cool. Et c'est un truc vraiment, je sais pas si je t'ai montré d'ailleurs. Je te montrerai après. Tu vas aimer, je pense. C'est une résidence incroyable. Je mettrai des vidéos, je t'enverrai si tu veux les insérer. Mais voilà, c'est une résidence qui est sur les hauteurs. Sur la Côte d'Azur, avec une vue incroyable sur la mer, avec des piscines à débordement avec vue mer. C'est dans les plus belles, si ce n'est la plus belle résidence de la Côte d'Azur. Donc voilà, je suis très bien. Je fais partie des personnes qui vivent en France dans des endroits qui sont pas top. Je viens de Lyon, tu vois, donc j'ai bougé là-bas. Donc voilà, je roule avec une très belle voiture. Enfin voilà, j'ai une vie qui est vraiment cool là-dessus. Je suis pas à plaindre. Je suis pas dans des endroits qui sont pas safe. J'ai fait en sorte de bouger dans des endroits qui sont, on va dire, plutôt sécurisés, parce que je sais que beaucoup de personnes se plaignent de la France pour ça, et d'ailleurs je le ressens aussi, même dans des endroits très privilégiés, on va dire. Mais du coup, je reviens un peu de ça parce que je me dis, bon, j'ai toujours beaucoup voyagé et on commence avec ma compagne aussi à avoir envie de vivre une expérience à l'étranger. Plus tard aussi, on envisage d'avoir une famille évidemment. Et je me dis, ça peut être cool pour les enfants de leur offrir ça, de vivre à l'étranger, de parler plusieurs langues, etc. En France, on peut le faire, tu as des écoles anglophones et tout, mais c'est quand même assez rare, tu vois, c'est pas très fréquent. Moi, je parle anglais, je me suis donné pour apprendre parce qu'à l'école, clairement, j'avais pas le niveau. Avec le niveau de l'enseignement en France de l'anglais, c'était nul. C'est catastrophique, quoi. Quel gâchis. C'est un échec, ouais. Déficient, t'imagines le temps qu'on passe en cours d'anglais Ouais. pour le résultat final. Moi, j'ai appris l'allemand en 6e parce que j'ai voulu faire une classe bilingue en allemand en 6e. Aujourd'hui, je parle pas allemand, tu vois, parce que en plus, c'est une langue. Aucun dénigrement envers les Allemands que j'adore. Franchement, les Allemands, ils sont forts, ils parlent tous anglais. Quel intérêt d'apprendre l'allemand? Oui, tu leur feras plaisir, tu leur parleras allemand, mais les Allemands parlent tous anglais parce qu'ils ont un bon système éducatif. Donc, quel intérêt de parler l'allemand, tu vois? Aucun. Enfin, c'était leur délire à l'époque de faire un truc pour l'amitié franco-allemande et tout, c'est très bien. Mais franchement, pourquoi pas max up, tu vois, l'anglais et se dire on devient tous bilingues en anglais et au pire on parle que français-anglais. C'est pas grave, c'est déjà très bien, tu vois. Et donc voilà. Donc pour toutes ces raisons, je réfléchis à partir. Évidemment, il y a l'aspect fiscal qui est beaucoup plus intéressant. Mais bon, voilà, tu vois, avec les millions d'euros que j'ai payés jusqu'alors déjà. Ouais. Je pensais pas mal. C'est important hein, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui disent on part uniquement pour des histoires d'argent. Ouais, non, pas du tout. Mais non, en fait, c'est pas ça qui va déterminer. Non, alors, de toute façon, avec l'immobilier, moi je suis bloqué là-dessus. Tu vois, je paierai mes impôts sur l'immobilier en France. C'est comme ça, c'est pas grave, c'est le jeu. C'est ça. Et donc, la fiscalité, c'est une chose, mais il y a tout le reste. Vas-y, je vais essayer de dire là-dessus. Je vais y venir. La sécurité, l'évolution à ce niveau-là. Ouais. Pour moi, l'évolution aussi du système médical en France, où vraiment, il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais sortis de France, ne sont jamais vraiment allés vivre ailleurs. Ils se font une idée du système médical français comme étant le meilleur au monde. Alors, je sais pas qui se dit ça, franchement. Ouais. T'as encore des gens comme ça qui se disent de toute façon, la rengaine habituelle a été partie, mais tu vas revenir pour te faire soigner. ouais. Oui, c'est n'importe quoi. Voilà.
je peux partager pas le Je truc voulais dire, là-dessus. tu vois, je souligne ce que tu évoques, c'est que c'est pas un départ pour juste dire je vais payer moins d'impôts, même si C'est un bonus, on va se plaindre, bien sûr. C'est un bonus, on va pas cracher dessus quoi. Mm. Mais c'est loin d'être uniquement pour ces raisons, notamment tu l'as dit, en termes d'éducation pour les enfants, pour l'ouverture d'esprit que ça va apporter aussi à ta progéniture. Ouais, clairement. Et puis, comme tu dis, tu vis dans un endroit très privilégié et pourtant tu ressens quand même un niveau de sécurité qui monte. Très sincèrement, là où je vis, non. Après, oui, quand tu es dans des grandes villes, mais voilà, ça c'est malheureusement partout. Voilà. Je te montrerai après, tu comprendras mieux ce que je te dis. Si tu vas à ah oui, tu vas à Nice, c'est sûr. Si tu vas à des endroits comme ça, bon. Alors, ouais, pour ça, pour nuancer un peu, donc ouais, j'ai vécu dans pas mal de pays, enfin, pas mal de pays. Pour mon âge, en tout cas, pas mal. J'en ai visité plus de 45, vraiment partout, sur tous les continents, etc. J'ai vécu au Canada. Quoi ? C'est beaucoup. Ouais, c'est pas mal quand même, tu vois. J'ai vécu au Canada, j'ai vécu à Bali, j'ai vécu en Thaïlande aussi. Voilà, en restant résident fiscal en France, hein, je précise à chaque fois, mais en tout cas, j'ai passé beaucoup de temps dans plein de pays. J'ai passé plus de temps de ma vie adulte hors de France qu'en France. Tu vois, pour te dire. Ouais. Donc finalement, en fait, je sais ce que c'est que de vivre à l'étranger, etc. Je connais bien, j'ai vu plein de pays. Il y a quand même plein de trucs en France qui sont cool. Et encore une fois, je mets un bémol quand tu es au bon endroit. Parce que moi, je suis né à la campagne, dans un village de 200 habitants. Donc je sais ce que c'est dans un endroit où il n'y a rien. L'hôpital, le machin, je sais ce que c'est, il n'y a pas de problème. J'ai vécu ensuite à Villeurbanne, qui est de la banlieue de Lyon. Je sais très bien ce que c'est aussi. Tu vois, je connais les différents, mais j'ai vécu en ville, à la campagne, à l'étranger, etc. Donc j'ai vu tout ça. Je vois qu'il y a quand même plein de points positifs. Le côté médical, clairement, enfin, voilà, encore une fois, j'ai dit l'âge moyen de la résidence dans laquelle je vis. Tu imagines bien que sur la Côte d'Azur, le niveau médical est très élevé. Parce que beaucoup de gens sont âgés. Donc tu as de très bons niveaux. Tu vois, les gens disent oui, le rendez-vous pour avoir un ophtalmo, machin, ça prend 6 mois. Bah, moi, je l'ai du jour au lendemain. Tu vois, typiquement. Okay. Du jour au lendemain, c'était quoi ? Dermato, jour au lendemain. Ça n'existe quasiment nulle part en France. Ah, c'est intéressant. Parce que je suis dans un endroit, encore une fois, mais ça, c'est aussi un des points qui fait que beaucoup de personnes se sentent mal en France, c'est qu'il y a une forte inégalité. Faut le dire, tu vois, il y a une vraie inégalité. Tu as des endroits qui sont un peu des réserves de riches, entre guillemets, où tu as les super cliniques privées, un peu comme tu as ici, tu as vraiment de très haute qualité, tu as des super infrastructures, tu as la mer, tu as tout ça, tu as un niveau de service, tu as un endroit où, moi dans ma résidence, clairement, j'ai un gardien dans ma résidence qui me dit bah non, mais moi ça fait 30 ans que je suis gardien, j'ai jamais vu un cambriolage. Ça n'est jamais arrivé. Il me dit ça n'est jamais arrivé. Ça n'existe pas. Voilà. Alors que les 3 quarts des appartements sont vides. Les gens, c'est des résidences secondaires, c'est des appartements à plusieurs millions d'euros, mais ils sont vides. Il m'a dit, j'aime bien le cambriolage. Un appartement vide, c'est le meilleur truc à cambrioler, mais ça n'est jamais arrivé. Tu vois. Et en fait, tu as ces endroits-là qui sont très durs à trouver. Moi, j'ai mis longtemps à trouver cet endroit-là, mais où tu peux être vraiment dans un bon écosystème. Donc là-dessus, je suis vraiment pas trop à plaindre. Tu vois. Donc, je suis assez mesuré là-dessus, sur le système médical évidemment, et quand je pense à mes parents par exemple, qui eux sont à la campagne, et eux pour le coup c'est effectivement plus complexe. Donc je te rejoins totalement là-dessus. Et mince, je voulais venir sur un point. Oui, au-delà de ça, moi ce qui vraiment me fait réfléchir, encore une fois, c'est pas imminent le fait de partir, on est encore en train de décider, ce sera peut-être ici, peut-être ailleurs, je sais pas, et c'est peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, j'en sais rien, c'est pas vraiment la question. Mais ce qui vraiment moi, me pèse plus, c'est pas tellement l'imposition, etc. Parce que l'imposition, encore une fois, quand tu gagnes beaucoup d'argent et que tu fais en sorte de toujours maximiser, au final, tu peux gérer intelligemment, tu peux ne pas avoir tout cet argent qui te revient en perso, parce que c'est ça qui coûte cher. Au final, tu le sais en France, quand tu verses des gros salaires, tu peux aussi avoir des optimisations qui font que tu réinvestis ton argent, donc tu gardes ça dans une structure, une société qui va réinvestir, et donc au final, tu es fiscalisé sur ce que tu veux bien être fiscalisé, tu vois, tu peux gérer ta rémunération comme tu le souhaites, etc. etc. Donc là-dessus, c'est quand même bien optimisé. Tu as aussi des bons systèmes d'optimisation fiscale sur, tu sais, quand tu revends une boîte que tu détiens avec une société, tu as des exonérations partielles, etc. Donc tu as plein de trucs comme ça. Clairement, en France, hein, si tu sais bien utiliser ce système, alors j'ai des amis qui disent si tu sais bien utiliser le système, tu es dans un paradis fiscal. Bon, non, j'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là, mais bon, après, tu as toute la friction aussi de. J'allais y venir. Voilà. Moi, je dis, vraiment, j'allais te dire ça. Sur la partie. Et la charge mentale pour déployer tout ça. La partie où tu payes, encore une fois, moi, ça me va. Je dis, ok, tu payes, pas de problème. Le service que tu as en face, il est variable. Est-ce qu'il est de mieux en mieux? Est-ce qu'il est de moins en moins bien? Je ne sais pas, ça dépend où tu vis, encore une fois, ça dépend de plein de choses. Je ne suis pas convaincu qu'il soit de mieux en mieux, pour être très clair. Ensuite, sur la partie, j'étais sur la partie fiscale, oui, après sur la partie immobilière, moi, je n'ai pas craché dans la soupe. Ça m'a permis d'emprunter beaucoup d'argent à la banque. Le système bancaire en France est exceptionnel. Ça, il faut ça le reconnaître. Quand les choses sont bien, c'est un des meilleurs du monde, très clairement. Tu peux emprunter beaucoup, tu peux mettre très peu d'apport, c'est super intéressant. Pour autant, moi, ce qui m'énerve le plus, effectivement, tu as souligné, c'est l'aspect administratif, l'aspect où tu as toujours passé beaucoup de temps, il y a toujours plein de complexité. Et en fait, c'est ça le vrai, pour moi, le vrai problème de la France, c'est pas forcément la fiscale, même si elle devrait être plus basse, c'est indéniable. On est dans le pays, je crois, le deuxième plus fiscalisé au monde, je crois, un truc comme ça. Ça, c'est un gros problème, mais le plus gros problème, c'est la
la friction et la lourdeur administrative et le stress et le temps que ça engendre, alors qu'au final, ce temps devrait être investi dans la création de valeur via ta société. Dans le fait de recruter des personnes, de donner de l'emploi à des gens, de faire bosser des entreprises, des prestataires, de satisfaire tes clients. Au final, si tu passais pas autant de temps à gérer l'administratif, à aller chercher à faire les choses bien dans les règles, etc., à payer des avocats, à payer des experts, etc., pour tout et pour rien, bah, je pense qu'on aurait un pays qui serait beaucoup plus productif, qui gagnerait beaucoup plus d'argent et qui serait beaucoup plus en croissance qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc cette lourdeur-là, pour moi, c'est ça le vrai point où je me dis, en fait, quand je vais vieillir, je vais devenir je pense moins, on va dire, j'aurais moins envie de m'embêter avec tout ça. J'aurais plus envie d'être tranquille, j'aurais une famille, des enfants, etc. J'aurais pas envie d'être toujours, tu vois, dans la course, à toujours chercher la petite bête, à chercher à optimiser, à sentir que tu es toujours en train de devoir vérifier des choses, etc. Et ça, tu vois, cette lourdeur-là, c'est le truc qui, à mon sens, est le plus problématique en France, tu vois. Et je pense que tu as beaucoup moins ce que tu m'as dit, toi, en tout cas, en vivant ici, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus léger, tu vois. Ça a été un vrai choc de simplification. Clairement. J'ai vraiment eu un deuil de toute ma vie d'entrepreneur en France où j'avais consacré un temps énorme de charge mentale, de connaissances à m'approprier tout le système. Essayer de le comprendre déjà. Voilà, essayer de le comprendre. Et arrivé ici, je me suis dit, mais en fait, ici, ça fonctionne comme ça, c'est simple. C'est ça. Ce que j'ai acquis comme compétences, comme connaissances pendant 14 ans, bah, je le jette à la poubelle. Et j'ai été frappé en fait par le coup d'opportunité. Ah ouais, c'est clair. Dire, le temps que tu aurais investi ailleurs, c'est ça. Et vraiment, je suis passé par vraiment des phases de deuil, la colère, le refus. Ouais, je comprends. Voilà. Je comprends tout à fait. Après, c'est aussi ton parcours, c'est ce qui fait qui tu es aujourd'hui. Moi, je sais que voilà. C'est un passage. Tu vois, j'ai fini par l'acceptation. C'est la dernière étape, quoi. Ouais, du deuil, c'est vraiment ça. Donc, j'ai fini par accepter et dire, bah, c'est comme ça, c'est mon parcours. Et puis voilà, quoi. J'ai un ami qui s'appelle Cyril, dont je t'ai parlé, qui dit toujours, il dit, moi, je remercie vraiment la France qui m'a permis de faire des millions. Parce que en fait, il y a tellement d'impôts, tellement de règlements, tellement de problèmes, qu'en fait, ça l'a forcé à se dépasser pour générer plus et pour avoir le plus possible dans sa poche. Et il dit, si j'avais pas eu tous ces impôts, tous ces trucs-là, bah, peut-être que je me serais contenté beaucoup moins. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, bah, maintenant, aujourd'hui, il vit en Thaïlande. Mais voilà, tu vois, ça l'a vraiment. Il a payé beaucoup d'impôts, évidemment, en France, il a beaucoup contribué. Mais il dit souvent, ouais, merci la France pour ça, ça m'a permis de faire des millions. C'est assez rigolo. Et je voulais revenir sur un point, oui, sur la partie administrative, etc. Surtout que voilà, je pense que toi et moi, étant investisseur, tu as une vision, enfin, en te voyant, en te connaissant un petit peu, ça se voit que tu es carré, tu es quelqu'un, tu aimes bien faire les choses. Clairement, tu es assez perfectionniste et moi aussi, j'aime bien dans mon business, pour mes clients, pour tout. Et je déteste les zones d'ombre. Et en fait, tu as souvent des zones d'ombre, tu vois, en France, où tu sais, on sait pas trop, machin. Il faut être, voilà, il faut toujours être vigilant, toujours faire tes recherches. Un sentiment d'insécurité, mais j'appelle ça l'insécurité administrative. Ouais, c'est ça, il faut toujours être vigilant, même si tu sais que 99% des gens ou 90% des gens ils font n'importe quoi, ils font pire que toi, etc. Mais moi, j'aime pas, j'aime bien essayer d'être un minimum, en tout cas, je dis pas que je suis parfait, mais en tout cas d'être le plus carré possible, surtout pour être, voilà, pour moi-même, pour être personnellement bien, tu vois, pour me sentir bien. Et je pense qu'à l'île Maurice, c'est beaucoup plus simple, ou d'autres pays, hein, beaucoup plus simple de dire, ok, bah là, c'est bon, voilà, en fait, ça reste simple, quoi. On te dit, voilà ce que vous devez payer, voilà ce que vous devez pas payer, et c'est tout. Il n'y a pas 10 000 discussions. Il n'y a pas 10 000 tranches de fiscalité. En plus, ouais. Dans tous les sens, c'est vraiment. En tout cas, c'est un des trucs que je suis clairement venu chercher. Ouais. C'est cette simplification qui, dans ma vie de tous les jours, est agréable. A apporté beaucoup de. Un truc sur la France aussi intéressant, je pense que ça parlera à beaucoup de personnes. Aussi, on a le sentiment en France, quand on est entrepreneur, et comme moi, parti de zéro, vraiment, sans héritage, sans entreprise familiale, sans tout ça, c'est que quand tu pars de zéro, punaise, tu passes par vraiment tous les trucs les plus compliqués, quoi. C'est-à-dire que c'est là où tu es le plus fiscalisé. Tu pars de zéro, donc tu as besoin de te verser du salaire, tu as besoin de vivre sur ton travail, en fait, la valeur que tu as créée, sur ton entreprise, sur tes investissements, etc. Donc tu as besoin de te tirer de l'argent, donc tu payes beaucoup, etc. Et après, quand tu commences à fréquenter des sphères beaucoup plus élevées, des gens, on parle de dizaines, centaines de millions d'euros, tu te rends compte qu'eux, en fait, effectivement, ils payent très peu. Parce qu'ils optimisent très bien, parce qu'ils n'ont pas besoin de se verser autant et parce qu'ils gèrent très bien tout ça. Et ça fait un peu rager de voir ça, en fait. Tu as l'impression d'être un peu, tu vois, de te faire un peu traire tout le temps, tu vois, en termes d'impôts. Alors que la barrière en fait, à franchir au début, c'est vraiment plus dur, quoi. C'est ça, il y a vraiment une barrière, c'est ça. Après, tu arrives à un niveau où tu peux emprunter, lever de l'argent, etc. Voilà, c'est bien. Mais clairement, au début, c'est complexe, c'est un peu rageant, tu vois. Je comprends des gens qui sont des petits entrepreneurs et qui se font vraiment lessiver, tu vois. Donc, tu as toute une frange, donc la majorité, la moitié qui ne paye rien, pas d'impôt, tu vois, en termes d'impôt sur le revenu, etc. On parlait dans ton podcast l'autre fois, 60% des gens en France ne paient pas d'impôt sur le revenu, donc voilà. Donc, cette partie-là ne paye pas d'impôt, très bien. Ensuite, tu as 38% des gens qui payent tout et tu as 2% qui ne vont rien payer.
quasiment rien ou très peu finalement par rapport à ce qu'ils ont. Et c'est le système français qui est comme ça, bon, c'est ni bien ni pas bien, c'est un fonctionnement, après tu l'acceptes pas. Voilà. Et ça c'est vrai que c'est un peu complexe. Ce qui d'ailleurs est quelque chose que l'on voit régulièrement, quels que soient les systèmes, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont suffisamment malins, avec suffisamment de ressources pour arriver justement à faire en sorte que ils ne soient pas imposés. Et d'ailleurs c'est le concept, hein. Souvent tu as des impôts où ils sont vendus par les politiques en disant ah mais regardez on va les faire cracher ces méchants riches qui ont beaucoup d'argent, et par contre eux sont suffisamment malins pour dire pour le contourner le truc, un moyen de le contourner, et qu'est-ce que ça fait, ça ruisselle sur la classe moyenne. Exactement. Voilà. Toujours, bah oui, qui ne peut pas bouger, qui n'est pas mobile géographiquement, etc. Ce qui n'est pas mon cas. Dans mon cas, je suis totalement mobile. Du jour au lendemain, je peux partir et bouger tout ce que j'ai avec moi, etc. Tout est géré à distance, sauf l'immobilier, bien évidemment. Mais l'immobilier est particulier, parce que l'immobilier, tu as quand même beaucoup de niches fiscales. Alors, est-ce que donc tu peux ne pas payer d'impôts sur l'immobilier? Moi, c'est mon cas sur beaucoup de mes biens, tu vois. Est-ce que c'est parce que les gens qui décident des lois ont beaucoup d'immobilier? Je te laisse réfléchir par rapport à ça, je ne sais pas. Moi, c'est un peu ce que je pense, tu vois. Je me dis que c'est normal que les personnes qui font les lois vont décider des lois qui vont aussi ne pas trop les déranger, tu vois. L'immobilier, c'est très possédé par les politiques, par les personnes qui ont beaucoup d'argent, donc on ne le taxe pas trop. En tout cas, si on fait bien les choses. Mais par contre, le mec moyen qui achète un appartement et qui ne sait pas ce qu'il fait d'un point de vue fiscalité se fait défoncer. Là où le gars qui peut avoir des dizaines de millions d'euros d'immobilier va payer 0 impôt. C'est là où c'est injuste, tu vois. C'est que tu as l'artisan qui s'est saigné, qui a acheté une petite maison à côté de sa maison principale et qui la rénove de lui-même, de ses mains, etc., qui va le mettre en location. J'en connais dans la famille qui ont fait ça, qui ont acheté une maison, qui la mettent en location, qui gagnent que dalle, et qui vont louer en revenus fonciers, etc., qui vont se prendre une tonne d'impôts dans la tête, qui vont pas comprendre, qui vont bien déduire parce qu'on les a pas éduqués là-dessus, parce que c'est pas leur monde et tout, ils vont pas bien déduire leurs charges, leurs travaux, etc., donc ils vont laisser de l'argent sur la table alors qu'ils auraient eu droit à une économie d'impôts, et au final, ils se retrouvent à payer plein d'impôts, alors que tu as à côté un gars qui est bien informé, qui va acheter 10 immeubles dans Paris, et qui paiera 0 pendant 10 ans. Pourquoi ? Ça, c'est des astuces, je ne donnerai pas ici, mais qui sont pas secrètes, quoi. C'est pas des secrets, c'est du bon sens, quoi. De la connaissance. La connaissance, ouais. Bon, on a fait un beau podcast. Bien long, je pense, ouais. Merci beaucoup, Baptiste. Un plaisir. C'était passionnant. C'était passionnant d'échanger avec toi, tout comme ton podcast. D'échanger avec toi. Et est-ce que tu aurais un dernier mot pour les gens qui nous écoutent, un mantra, un truc qui t'inspire au quotidien, une citation? Écoute, dans le lien avec la fin de la conversation qu'on a eue, je dirais franchement juste agissez. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et je sais que sur le milieu, et quand je dis agissez, c'est pas le truc, oui, travailler, machin, c'est pas ça. Dans le sens où beaucoup de personnes dans le milieu d'Internet, de l'expatriation, etc., vont un peu aussi toujours rester dans cette rengaine de dire ouais, la France c'est compliqué, etc. Et au final, ça va être un peu leur excuse pour ne rien faire. Au final, quand tu te lances en France, pour le coup, c'est pas très compliqué. Tu peux te lancer assez facilement une petite micro-entreprise. Tu as des avantages fiscaux quand tu te lances. Franchement, ne voyez pas ça comme une excuse pour ne rien faire. Et au contraire, justement, parce que c'est compliqué en France, parce que les gens, on l'a dit au début, ont de moins en moins envie de travailler, parce que du coup, voilà, on est un pays où on a la chance et la malchance d'avoir beaucoup d'aide, d'assistanat, on va dire, sur certaines choses, qui font que du coup, beaucoup de personnes ne vont pas être incitées à travailler. Justement, c'est une énorme opportunité. Je pense sincèrement, que ce soit en immobilier ou dans n'importe quel business, le fait que tu as une bonne partie des gens qui n'aient pas envie de bosser, c'est très bien pour toi. Parce que toi, tu vas prendre leur place et prendre l'argent qu'ils ne prennent pas sur la table. Donc vraiment, agir dans ce contexte-là, c'est ce qu'il y a de mieux. Et les marchés comme on a actuellement en France, pour moi, c'est une super manière, c'est un milieu qui est parfait pour faire de l'argent, vraiment. Et contrairement à ce que beaucoup pensent. Aujourd'hui, quasiment, quelle que soit l'activité, si tu respectes tes engagements, voilà, que tu livres ce qui a été promis, tu vas te différencier. Et même en tant que salarié d'ailleurs. Ouais, même en tant que salarié. Surtout même en tant que salarié, j'ai envie de dire. Déjà, tu vas te différencier de la masse. C'est sûr. C'est sûr. Donc vraiment, agissez. C'est franchement ce que je dirais pour ce mot de la fin. Ne trouvez pas d'excuses par rapport à ça. C'est compliqué, l'État fait ci, l'État fait ça. Non, l'État fait rien du tout. Il ne se passe rien. Faites votre travail, essayez, faites des choses et ça payera forcément. L'action paye toujours plus que l'inaction. En immobilier aussi. Moi, depuis 8 ans que je fais de l'IMO, on me dit non, mais là les taux sont trop bas. Maintenant, on me dit que les taux sont trop hauts. Avant, on me disait que les prix étaient trop élevés. Là, on me dit qu'ils ne sont pas assez élevés ou qu'ils doivent encore descendre. Non. La réalité, c'est que voilà, j'ai acheté des biens il y a 8 ans. Tout le monde me disait qu'il ne fallait pas acheter, c'était le mauvais moment. Bizarrement, c'était le mauvais moment. Et aujourd'hui, on me dit quoi? C'est le mauvais moment aussi. Tu vois, les biens que j'ai achetés à 8 ans, ils m'ont rapporté des centaines de milliers d'euros. Et si je les revends aujourd'hui, ils me rapportent encore des centaines de milliers d'euros en plus. Tu vois. Donc, est-ce que c'était le mauvais moment? Je vous laisse en juger, tu vois. Je pense pas. Donc voilà, agissez, puis faites les choses et ajustez sur le chemin. C'est vraiment le plus important. Agissez et ajustez sur le chemin. Merci Baptiste. Un plaisir. Échange extrêmement inspirant. J'espère que Merci vous aurez apprécié à nouveau.
likez, mettez-nous un petit commentaire sur ce que vous avez aimé, partagez-le auprès de vos amis investisseurs, entrepreneurs. Où est-ce qu'on peut te suivre? Du coup, il y a ta chaîne YouTube, Et il y a si, surtout des vidéos études de cas. Ouais. voilà, les vidéos. Il y a des vidéos études de cas et des vidéos Ouais, sur l'investissement à l'étranger aussi. Ouais. Si vous aimez YouTube, allez voir la chaîne YouTube. Je pense que si vous aimez ce format-là, allez voir la chaîne YouTube. Si vous aimez les podcasts, j'ai aussi, je crois que j'ai 200 podcasts qui sont sortis aussi sur mon podcast, dont un avec Cédric, que vous pouvez commencer par celui-là. Voilà. Après, il y a Instagram, effectivement, il y a tout ça. Mais YouTube est une bonne porte d'entrée si ça vous intéresse sur la partie immobilière. Vraiment, je parle que d'immobilier, je parle pas de business, etc. Là, c'est rare que je parle autant de business, donc c'est cool d'avoir aussi la chance de m'exprimer là-dessus. Et puis voilà, j'ai également LinkedIn. Si vous voulez me contacter en direct, vous avez des propositions de business intéressantes, vous pouvez m'en parler sur LinkedIn, Baptiste Perrin, voilà, tout simplement. C'est le seul endroit où je mets peux tous les répondre. liens en description. Voilà, LinkedIn, Instagram, YouTube, podcast. Voilà. Trop bien, et plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi pour m'avoir accueilli, c'était top. Pour avoir regardé jusqu'ici. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. On va faire ça. Clairement. Nouvelle vidéo. Salut à tous. Salut.